Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux banquiers. Et donc aujourd'hui, la société est valorisée environ 10 millions. Ne vous inquiétez pas, je vous fais un produit financier basé sur un arbre qui lui-même est planté sur une terre d'un agriculteur qui va travailler avec nous. Ensuite, dans 10 ans, on le valorise à tellement... Les gens, ils m'ont dit, mais t'es un fou. It's easy to give up. What's hard is going, I'm going to do the same thing again today, but I'm going to try to go harder. I've lost so many fights in the gym, I lose all the time. Since when has it become not cool to try? Fucking loser. I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Du coup, Jeanne, pour t'introduire, toi, tu as eu une carrière en banque. Et pendant cette carrière-là, tu as vu une opportunité de créer un projet d'éducation financière. Et tu voulais, du coup, t'appuyer sur la structure dans laquelle tu étais salarié. Mais ils ont refusé, ils t'ont pas écouté. Du coup, tu as fondé ta propre structure. Et maintenant, tu fais de l'éducation financière aux mineurs et aux étudiants via des contenus physiques, comme le livre que tu pourras montrer. Et via aussi des plateformes d'éducation. Et cette structure-là, elle s'appelle EasyWeb. Exactement. Et toi, Daniel, tu es un entrepreneur multisectoriel depuis pas mal d'années. Tu as fondé plusieurs entreprises, dont des entreprises dans le constructif, dans le tourisme ou alors encore dans l'immobilier. Et maintenant, ça fait 3 ans et demi que tu as fondé Transition. C'est une entreprise qui valorise les arbres en milieu agricole. C'est ça, exactement. Voilà. Du coup, si j'ai dit des bêtises, vous pouvez rectifier si vous voulez. C'est très bien. Pour moi, c'est parfait aussi. Et si vous voulez vous présenter avec vos mots, c'est maintenant. Et ben moi, c'est Jeanne, du coup. Bonjour à toi, Elias, et bonjour Arthur. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, c'est Jeanne, j'ai 31 ans. Je suis la cofondatrice d'EasyWeb depuis 2 ans et demi maintenant, avec mes 2 autres cofondateurs, Florent et Stanislas. Okay. Et qu'est-ce que vous faites exactement, du coup ? Alors, EasyWeb, c'est une entreprise qui propose des solutions autour de l'éducation financière, avec l'idée de pouvoir sensibiliser les enfants et les étudiants dans un premier temps, avec l'idée, à terme, de pouvoir sensibiliser également le grand public et pouvoir couvrir tous les âges autour de l'éducation financière. Peut-être si tu veux présenter le cahier que tu as ramené. Exactement. Donc, on a commencé par notre première cible qui sont les enfants. Donc, à partir de 7 ans, on leur propose notre EasyBook qui reprend un petit peu le concept du cahier d'activité, le fameux cahier de vacances qu'on adorait tous. Non, pas du tout. Que moi, j'adorais particulièrement. Et donc, j'ai repris ce concept que j'aimais beaucoup pour donner un petit peu l'envie aux parents de pouvoir parler d'argent avec leurs enfants de manière la plus ludique possible. Et donc, à travers ce cahier notamment. En vrai, c'est trop stylé. Ouais, je peux confirmer. Je n'ai pris pour ma famille, ils ont adoré les enfants. Ah, Okay. c'est cool. C'est important en plus. Hein. D'ailleurs, je les ai fait rentrer dans le bord de Transition. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de commencer très jeune, quoi. Bah, on oublie souvent, effectivement, les enfants. Souvent, on pense aux jeunes, aux ados, post-bac, 18 ans, 20 ans. Et puis C'est déjà trop tard, non ? C'est limite un petit peu trop tard. Alors, il n'est jamais trop tard, mais plus tôt on commence, plus on est en mesure à l'âge adulte de prendre les meilleures décisions possibles, d'être confronté le plus tôt possible à faire les bons choix, à éviter les arnaques, éviter les différentes fraudes courantes auxquelles on peut être confronté. Et donc voilà, c'était l'idée justement et de pouvoir aider les enfants des plus jeunes âges, mais aussi d'apporter du contenu aux parents pour qu'ils soient en mesure de parler d'argent avec leurs enfants, ce qui n'est pas toujours facile. Donc en fait, c'est une vraie entreprise à mission aussi, quoi. Donc là, aujourd'hui, on va avoir 2 entreprises à mission, si je comprends bien. Et en plus, c'est aussi un peu lié à mon histoire, parce que finalement, j'ai fondé Transition par manque de culture financière. Ok. Je voulais faire quelque chose de simple, mais je reviendrai après. Et c'est vrai que si j'avais eu la chance d'avoir ça étant jeune, ça aurait pu me donner les bases et peut-être créer une autre carrière, quoi. Bien sûr. Après, c'est vrai que sans jeter la pierre au système éducatif français, mais en vrai, à l'école, on apprend plein de choses. Et l'important et l'essentiel qui est savoir comment gérer son argent, faire une déclaration d'impôt, finalement, le trou administratif que bon nombre, on s'y perd tous au final au départ. Mais je trouve ça incroyable. Donc bravo à toi et à tes associés pour ça. Merci. Du coup, sans transition, Daniel. Ouais, si tu veux présenter Transition un peu plus en détail. Bon, mais voilà, je suis Daniel, j'ai 38 ans. Donc, je suis le fondateur de Transition, une société qui a été fondée en 2021. Donc, c'est une société qui est à cheval sur l'agriculture et sur la finance. Donc, d'où mon intérêt pour EasyWeb, ce qu'ils font par rapport à l'éducation financière. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme l'arbre en un produit financier. Donc, c'est quelque chose d'assez facilement appréhendable par les gens. Ils deviennent propriétaires de cet arbre. Cet arbre est planté en terre agricole, dans une terre qui est globalement polluée par les engrais, les pesticides, les fertilisants. Ensuite, il pousse en 10 ans. Au bout de 10 ans, on récupère le bois, on le vend, on le valorise sur le marché, puis on distribue les revenus.
à l'agriculteur, à l'investisseur et à nous. Donc comme ça, on fait une économie circulaire et on vient connecter les citadins, donc qui sont souvent les investisseurs, vers la ruralité qui manque souvent d'investissement et d'argent pour faire de l'innovation. Et donc Transition vient connecter tout ce monde-là ensemble dans l'intérêt commun autour de l'arbre. Et donc cet arbre, c'est le Paulownia, c'est l'arbre qui a la capacité la plus forte en croissance. Donc ils sont capables de pousser 3-4 mètres par an et produire jusqu'à 1 mètre cube de bois utile en moins de 10 ans. Et donc ça, c'est quasiment 2-3 fois plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc un super rendement. Et c'est pour quel type finalement, enfin, ça sert à quoi ces arbres-là? C'est pour de la construction, pour Voilà. la finalité de cet arbre Alors au niveau du bois, il y a plusieurs utilités, ça dépend de la qualité. Donc l'utilité principale, donc, ça va être dans l'ameublement, parce que c'est un bois clair et aujourd'hui on adore tout ce qui est bois clair, comme ça on peut bien les traiter. On va aussi le retrouver dans tout ce qui est transport, donc pour le bois de mauvaise qualité dans les palettes, parce que c'est un bois léger. Et dans le transport pour tout ce qui est aviation, navigation. Comme c'est un bois qui pousse très vite, il va être alvéolé avec une structure en nid d'abeille, donc résistant et léger à la fois. Et donc notamment, on va le trouver dans tout ce qui est aéronef électrique, parce qu'il a un point de résistance au feu à 400 degrés, comparé à 250 pour les autres essences. Et donc ça fait qu'on va pouvoir ajouter des batteries, et la surchauffe de la batterie ne va pas venir impacter la structure en bois. Et donc après, il y a bien sûr les utilisations dans la construction, quand on va faire du lamellé-collé, enfin c'est des termes techniques, mais on va pouvoir le trouver à peu près partout. Donc moi j'adore les sports de glisse, et j'ai mon snowboard qui a un noyau en Paulownia, parce qu'il a une très bonne résistance à la flexion. Donc aujourd'hui on commence à le trouver de plus en plus dans notre industrie, et en fait on a aussi un effet de tendance, parce qu'on est en train de sortir le plastique de nos cuisines. Et le Paulownia, comme il est résistant, il a de la flexion, derrière, on peut le remplacer par du bois de Paulownia. Donc le marché est en train de se développer très fort. Il y a de plus en plus d'intervenants dans le marché. Il y a 2 ans, on était les seuls, et là, il y a déjà 4-5 entreprises en France. Donc là, ça y est, c'est parti. Valorise le même type d'arbre. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Transition, du coup, s'occupe de tout. Voilà, c'est ça. On est les coordinateurs, en fait. On va trouver l'agriculteur qui a une parcelle à valoriser. Ensuite, on va le former parce qu'on doit s'assurer qu'il sache élever cet arbre pour le récolter. Ensuite, on va lui donner des revenus au fur et à mesure, sans lui donner la totalité, pour qu'il soit motivé d'aller jusqu'au bout. Après, de l'autre côté, on va trouver les investisseurs. Donc, les investisseurs qui sont soit des individus, soit des entreprises, parce que les entreprises doivent faire du RSE, de la responsabilité sociale et environnementale. Et donc, en général, ils le font à perte. Et avec notre solution, ils le font tout en investissant. Et du coup, c'est pas du tout au même endroit sur la ligne comptable. Ça n'est pas un don, mais un placement avec un actif qui se valorise au fur et à mesure du temps. D'accord. Et donc, comme ça, nous, on vient trouver les deux. Et après, on coordonne en faisant des visites, en faisant des formations, en faisant des podcasts comme avec vous. Voilà. Et du coup, il n'y a pas du tout de notion par rapport par rapport au carbone ou toutes ces choses-là. Vous ne faites pas de plus-value sur le carbone ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous ne vendez pas des produits décarbonés ou des choses comme ça? Alors, le marché du carbone, il est assez controversé. On a 2 types de marché carbone en Europe. D'accord. On a le marché obligataire, qui est le marché des pollueurs. Oui. Donc, les constructeurs, les métallurgies, ils vont payer une taxe au gouvernement qui ne sera pas forcément utilisée pour décarboner. Donc, on a le droit de polluer une certaine quantité par pays, et puis ensuite, les entreprises payent. Donc ça, c'est le marché du carbone obligataire qui est un impôt. Et ensuite, il y a le marché du carbone volontaire qui est le marché des gens qui absorbent du CO2. Donc globalement, on va avoir les forêts, les agriculteurs. Et le problème de ce marché volontaire, c'est qu'il n'est pas encore structuré comme le marché obligataire. D'accord. Donc on va avoir des crédits carbone qui vont coûter 40 €, il y en a qui vont coûter 110, 120, puis il y en a qui vont être sur des crédits carbone en Amazonie où on n'a pas de suivi, il y en a que ça. Et donc, c'est un marché d'office où on va aller, puisqu'il y a un intérêt, mais on n'y va pas encore. Donc, le but, c'est d'abord stabiliser notre modèle en tant que produit financier atypique. Ensuite, c'est de valoriser le bois, et après, on va regarder pour le marché du carbone. Ok. Et donc, pour le moment, tu es implanté dans combien de pays? Alors, on est implanté dans 4 pays. Donc, on est dans la francophonie en Europe. Donc, Belgique en premier lieu, ensuite la France et finalement la Suisse. Okay. Et par rapport à l'agriculture, on est en Belgique, en France et en Espagne.
Et donc, si on met tout ensemble, ça fait ces 4 pays-là. Ok, super. Quelles sont les différences, selon toi, entre les différents pays que tu vois? Justement, est-ce que le marché est le même dans ces différents pays? Est-ce qu'il y en a où tu as plus de mal à intégrer que d'autres? Alors, c'est super question. Au niveau de la finance, les pays n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La Suisse, par exemple, c'est un pays qui est assez progressiste. Et donc, au niveau des tendances, ils vont avoir plus facile à autoriser une mise sur le marché qu'en France. Où en France, on va vraiment protéger le consommateur en ayant vraiment un contrôle sur tous les détails des processus de l'entreprise, comment c'est valorisé. Donc, d'un côté, les Suisses, ça va plus vite, avec moins de contrôle. De l'autre côté, par exemple, la France, ça va moins vite, mais avec une meilleure régulation. Après, il y a la Belgique qui est un peu entre les deux. Donc, la Belgique, ils vont avoir des niveaux de seuil. Ils vont dire, en dessous de 5 millions, vous faites une note d'information et vous pouvez y aller. Et nous, on vous inspecte après. Pendant. Et au-dessus de 5 millions, c'est un processus qui ressemble à la France. Okay. Donc, chaque pays a vraiment ses intérêts. C'est pour ça que je suis sur les 3 pays. Comme ça, je ne suis pas bloqué. Je peux avancer d'un côté, puis ensuite aller de l'autre. Parce que si tu étais propre au marché français, au final, aujourd'hui, tu n'aurais pas pu avancer. J'aurais pas pu avancer parce qu'il fallait faire un dossier avec une étude qui dure entre 1 an et 2 ans pour la certification. Puis, il faut pouvoir montrer qu'on est capable pendant 3 ans. Donc, si on prend tout bout à bout, il faut attendre 4 à 5 ans pour pouvoir vendre son premier arbre. Et ça, c'est pas possible pour une start-up. Ouais. Enfin, si, quand on a des fonds, mais moi, j'ai pas de fonds. Donc, Oui, et puis il faut générer quand même pas une rentabilité, mais il faut générer du chiffre et montrer que ça marche quand même. C'est ça, exactement. Et après, pour l'aspect agricole, de nouveau, ça dépend des pays. Les Espagnols sont assez ouverts. C'est le verger de l'Europe, l'Espagne. On a 50% de notre nourriture qui vient de là-bas. Et eux, ils ont, par exemple, le polonais l'ont déjà introduit comme une essence locale et on peut planter sans autorisation. Alors qu'en France, de nouveau, c'est un pays où on va plus contrôler. Et donc, on va devoir faire des demandes au cas par cas auprès de l'ADREAL. Et donc, à chaque fois qu'on a un projet, on va introduire cette étude. On va faire une étude environnementale, puis une étude d'impact visuel. Et puis seulement, au bout d'un mois, je crois, ou 1 mois et demi, on a l'autorisation. D'accord, oui, parce que pour planter un arbre, une essence d'arbre, c'est réglementé, quoi. C'est réglementé. Ça va dépendre des essences. Si elles sont en liste blanche, un peu comme avec l'autorité des marchés financiers, ou si elles sont à l'étude. Ok. Et donc, le modèle de transition, il est innovant du côté financier, mais aussi agricole, parce que c'est un arbre qui est à l'étude. Ok. Et donc, il répond à beaucoup d'intérêt par rapport au changement climatique. Il est plus adapté au climat qu'on a aujourd'hui en Europe que nos propres arbres. Et donc, tu as l'INRAE qui est en train de l'étudier pour pouvoir le rentrer comme une liste blanche. Et les listes blanches, c'est quoi? C'est les arbres qui sont subventionnés par le gouvernement. Ok. Et donc, ça sera un boost en plus pour notre développement. Un vrai levier supplémentaire. C'est ça. Ok. Et du coup, transition, pourquoi transition? Parce que c'est la transition vers l'arbre. Okay. Donc, aujourd'hui, notre premier modèle, notre première preuve de concept, c'est basé sur le Paulownia. Mais on ne va pas tourner uniquement sur le Paulownia. Donc là, on est en train d'introduire 2 nouveaux arbres. L'avocatier, où on a étudié avec l'école d'agronomie à Montpellier, et là maintenant, on a avec l'école de commerce de Paris. Donc là, le but, c'est de valoriser la production de fruits. Et donc comme ça, l'investisseur est payé par rapport au rendement que l'arbre va produire. Et ensuite, l'autre arbre, c'est la vigne. Okay. Parce que voilà, en France, on ne peut pas faire sans le vignoble. Bien sûr. Et donc là, on a déjà créé le premier produit. Sans le vin non plus, d'ailleurs. Voilà, sans le vin. Et donc voilà, on a ces 2 produits qui arrivent cette année. Et puis après, l'idée, c'est d'élargir avec plusieurs essences, quoi. Ok, trop cool. Et donc, voilà, avec le Paulownia, avec les produits financiers atypiques, c'est rentrer dans un marché par la niche, ensuite faire sa place et puis élargir un peu comme une certaine Apple qui était croquée, là. Donc aujourd'hui, ils ont pris le marché du téléphone et c'était un marché saturé. Donc voilà, c'est à peu près la même stratégie que je suis en train de suivre avec Transition, quoi. Ok, on te souhaite toute la réussite. Mais vraiment toute la réussite. Et du coup, j'en reviens, on t'a pas demandé pour EasyWeb. Pourquoi EasyWeb? Alors, EasyWeb, nous, ça a été hyper compliqué de trouver un nom. Je crois que c'était la première difficulté de l'entrepreneuriat pour nous. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, on a cherché assez longtemps. Déjà, on voulait quelque chose soit anglophone, mais en tout cas, pas un mot français ou qui existe déjà. En fait, on voulait vraiment se démarquer.
Et donc EasyWeb, c'est la combinaison entre easy, donc facile, et web, qui est le diminutif de wealth up. Et donc en anglais, wealth up, ça veut dire fais grandir ton patrimoine. Ok. Donc avec EasyWeb, essaye de faire grandir ton patrimoine facilement. C'est un peu l'idée. Ah bah, génial. Ok. Très clair. Combustible, on l'a fait aussi pour mettre en avant du coup les échecs que va faire face un entrepreneur et potentiellement toutes les galères qu'on connaît au quotidien. Parce qu'on ne voit pas trop ça dans les autres supports. Du coup, toi, tu as fondé beaucoup de boîtes. Bon, toi, tu es ta première boîte, mais tu as forcément eu des échecs. Quels ont été les moments les plus durs par rapport à l'entrepreneuriat, selon vous, pour votre parcours ? Moi, je dirais que dans un premier temps, la première difficulté à laquelle j'ai fait face, ça a été un peu la solitude de l'entrepreneur. Ok. Il n'y a pas de formation pour ça. Donc en fait, moi, je savais depuis longtemps que je voulais entreprendre, mais c'est vrai que quand on se lance, on se dit par où on commence, qu'est-ce que je fais. Donc pas facile. D'autant plus que moi, j'avais déménagé juste avant d'entreprendre. Donc, je suis arrivée à Orléans, une ville où je ne connaissais pas grand monde. Très belle ville. On a En effet. beaucoup d'Orléanais autour de cette table. Et, et donc, c'est vrai que moi, je suis arrivée dans une ville, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, pas de famille. Je suis arrivée ici avec mon idée, mon projet. Et donc, j'ai dû commencer toute seule à essayer de contacter les incubateurs d'Orléans, essayer de trouver un peu d'aide, comment je vais pouvoir commencer. Et donc, j'ai trouvé la Technopole d'Orléans assez rapidement, qui a un rôle vraiment super actif sur la ville. Et je sais que c'est pas pareil partout. Donc, je tenais à le souligner parce qu'ils nous accompagnent gratuitement du début à la fin de notre entreprise. Ils nous ouvrent leur réseau, ils nous donnent les contacts, ils nous donnent aussi les étapes parce que mon premier business plan, je pourrais vous le montrer, je l'ai gardé, mais franchement, ils ont vraiment misé sur l'entrepreneur plus que sur le business plan, je pense. Donc voilà, ça a été un peu la première difficulté. Et puis après, on se forme nous-mêmes, hein, donc c'est pas non plus insurmontable, mais ça a été une première difficulté en tout cas. Tu venais sauver l'éducation financière comme Jeanne d'Arc a sauvé la France, quoi, c'est ça? J'aimerais pouvoir avoir cette prétention, mais c'est pas encore le cas, mais peut-être. Et si je me dis, vous êtes accompagné au même endroit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Enfin, c'est au même endroit, mais ça s'appelle pas pareil. Jeanne est au Labo, Village Baïséa, et moi je suis à la Green Labo, Village Baïséa. Et en gros, c'est l'antenne plutôt verte, écolo, société à impact. Mais on fait affaire avec les mêmes personnes, quoi. C'est les mêmes gens. Ok. Et c'est vrai que j'ai eu la même chose, hein. Même si je suis arrivé à la Green Labo plus tard, j'avais déjà eu 1 an et demi. C'est vrai que le business plan, il n'était pas du tout bien structuré. Et c'est pareil, ils m'ont vraiment aidé à mettre les idées en place les unes derrière les autres. Et cet accompagnement, il est assez incroyable. Vraiment une belle structure, quoi. Ok. Tous derrière Pour le jeune Orléans. entrepreneur, c'est quelque chose que vous conseillez. Après, est-ce qu'aujourd'hui, les business que vous avez aussi, c'est des business qui peuvent être suivis peut-être par ces types de structures? Est-ce que d'autres types d'entrepreneurs pourraient aussi aller sur des business un peu plus classiques que ceux que vous êtes en train de créer? Est-ce que c'est aussi simple d'accéder à ces types de leviers? Alors, je dirais que c'est quand même assez propre à l'innovation parce que ça fait partie d'un accompagnement de l'incubateur, donc du Labo Village Baïséa. Donc, pour intégrer cet incubateur, il faut avoir un côté innovant. On passe à un comité de sélection qui nous permet d'intégrer l'incubateur. Mais je sais que la Technopole accompagne également d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément incubés au Labo Village Baïséa. Donc, je pense, sans trop m'avancer, que c'est ouvert à tout type d'entrepreneurs. Mais l'accompagnement est d'autant plus personnalisé lorsqu'on a quand même ce côté innovant sur lesquels je pense qu'ils sont plus à même de nous accompagner et de nous aider. Oui, pour vous donner un exemple là-dessus, il y a eu des appels à candidature dans le passé. Il y a eu des candidats qui sont venus et il y a eu des sessions de rentrée où il n'y a personne qui est rentré. Ok. Et ils ont recalé tout le monde. Donc, et pourtant, à la Green Labo, on a peut-être un tiers des bureaux qui sont libres. Donc, ils ont besoin de faire rentrer des clients parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de rentabilité. Il faut louer, il faut... Et donc, c'est juste pour rebondir sur ce que dit Jeanne. C'est vraiment sélectif et le comité, il y a l'INPI qui fait partie du comité, il y a la Technopole, la Métropole, puis après il y a la BPI, il y a des chefs d'entreprise, des experts comptables. Moi, comme c'est un business un peu dans la finance, j'avais des commissaires aux comptes qui étaient venus pour évaluer la crédibilité, pour même challenger sur les rendements que j'annonçais.
pour voir si on avait utilisé la bonne méthodologie. Et donc, mais par contre, à partir du moment où on arrive à passer ce cut, et là, c'est royal. Enfin, Ok. on a des accès, par exemple, à Vivatech, qui vont nous aider, ils vont nous donner de la visibilité. J'étais au salon, au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, Mhm. et ils nous ont financé pour qu'on les représente. Donc ouais, non, c'est incroyable. Mais par contre, il faut réussir à rentrer dedans. Il y a un vrai. Il y a un- Ouais. C'est ça. Est-ce que peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est un incubateur pour quelqu'un qui regarde et qui ne sait pas? Surtout, c'est intéressant parce que toi-même, après avoir fondé plusieurs entreprises, tu vas quand même là-bas pour te faire accompagner. Donc, je pense que c'est intéressant que les gens ils sachent ce que c'est réellement. Du coup, ouais, par rapport à mon accompagnement, pourquoi j'ai décidé de rentrer chez eux, jusqu'à présent, je faisais des business simples. Le consulting, on vend une prestation de service. La personne est compétente, le client sera content. Donc, c'est assez simple. Quand on fait du meublé de tourisme, de l'immobilier, c'est la même chose. Il y a un marché, il suffit d'être un peu en dessous du marché, on vend une prestation de luxe, les gens sont contents, ils viennent. Puis après, il y a les plateformes qui nous aident à rayonner, comme Booking, Airbnb. Donc finalement, il suffit d'utiliser des outils qui sont en place et derrière, le business fonctionne. Pour Transition, c'est un peu différent, parce que Transition, gagner de l'argent avec les arbres, c'est pas de la forêt, c'est de l'agroforesterie, c'est en terre agricole, puis après, c'est valoriser un produit, mais pas un service. Alors comment on va venir le marketer? Et puis après, il y a la crédibilité de la structure. Parce que quand on regarde les sociétés qui proposent des investissements, c'est des banques avec des capitaux sociaux super élevés. Et donc, ça demande une grosse structure. Et donc, l'incubateur, je savais que, en étant accompagné par le Crédit Agricole notamment, qu'ils allaient me donner les outils pour pouvoir passer un cap. Et donc, quand je suis rentré en juillet, parce que j'ai d'abord testé de rentrer dans l'incubateur Village BCA en Haute-Savoie, je me Ok. suis fait recaler, parce que je suis arrivé le torse bombé, je suis trop une bête, la société. Et ils m'ont recalé, ils m'ont dit business plan pourri, pas bien documenté. Et donc, ça m'a fait retravailler, donc Ok. redescendre de mon piédestal. Et puis, je me suis dit, allez, Orléans, c'est top. Mais il t'envoie, quand c'est comme ça, il t'envoie balader et t'as quand même un accompagnement. Enfin, on te dit, va par là-bas et retravaille ça, ou c'est vraiment non, et c'est à toi d'avoir quand même l'engouement et la volonté de continuer pour aller retaper à la porte. Ça dépend de ta personnalité, parce que eux, ils sont pas là pour te détruire. Donc, ils vont être gentils, on va dire. Quand je m'étais fait recaler en Haute-Savoie, ils m'ont dit non, on a eu des meilleurs candidats et tout. J'ai fait non, moi, ça me sert à rien de me dire ça. Qu'est-ce qui a cloché dans mon dossier pour pas que je sois pris? Et après, ils m'ont listé les points, et derrière, je les ai retravaillés, puis j'ai tenté ma chance à la green, et puis j'ai été pris. Ok. Donc, c'est libre à toi de soit prendre ce qu'on te donne, tout digérer, et puis comme ça, tu es tout content, ou de te faire force Oui. pour corriger, quoi. Après, l'âme d'entrepreneur est là aussi, C'est ça. finalement. Ok. Et pour nous, EasyWeb, on a choisi l'incubateur. Donc, un incubateur, grossièrement, c'est une pépinière d'entreprise où on va avoir beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises, ou moins jeunes d'ailleurs, pas que des jeunes, et où on va pouvoir bénéficier justement un petit peu de cette entraide entre tous les entrepreneurs, parce qu'on n'est pas tous au même moment de création. Donc voilà, on va pouvoir s'entraider sur comment on a fait telle levée de fonds, comment on est passé par telle étape, se donner aussi notre réseau, nos contacts. Et c'est hyper stimulant parce que justement, ça nous permet de grandir aussi avec l'expérience des autres chefs d'entreprise, et de ne pas rester tout seul aussi dans son coin, parce qu'au bout d'un moment, ça a des limites, quoi. On ne sait plus par où aller, que faire. Donc, c'est inspirant aussi de voir le parcours des autres. Ça nous inspire aussi à titre personnel, des idées qu'on aurait pu ne pas avoir, ou même, comme avec Daniel, par exemple, où il y a vraiment un lien entre nos deux projets qui est assez visible, et où donc on a aussi pour projet ensemble de créer des choses, de mettre en avant nos deux projets, et de pouvoir aussi se faire bénéficier l'un l'autre d'une visibilité, de mettre en lumière d'autres projets. Donc finalement, ça ouvre la porte à un répertoire réseau, quoi. Ouais. C'est aussi c'est trop cool. Et puis, on a des locaux qui sont plus accessibles pour des jeunes entreprises que si on devait aller chercher nos bureaux pignon sur rue ou autre, on a des Ça a une avantages. durée de vie. Un incubateur, comment ça se passe en fait? Parce que tu y rentres et après, c'est quoi fin, là, vous êtes encore dans le pendant, certainement, Ouais. mais c'est quoi l'après? C'est-à-dire que dans la vision, tu dois sortir, prendre tes bureaux, il y a une durée de vie, quoi? Alors, grossièrement, ils te font comprendre un petit peu qu'il y a une durée de vie, mais dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Nous, on a une société en face de nos bureaux qui fonctionne très très bien, qui est là depuis 2016 de mémoire,
qui aujourd'hui n'est plus du tout au stade de start-up, hein, mais qui continue à Les loyers travailler. sont bons, on reste. C'est ça. quoi. Et, c'est rentable. ils se sentent bien ici, donc La bon, pause café est cool. c'est ça, les gens sont sympas. Non, je pense que ça dépend aussi de chaque projet. Je pense que c'est un peu au cas par cas aussi. Ok. Donc, mais voilà, durée de vie, pas. Ouais, leur plan d'accompagnement est sur 3 ans, si je Ok. me rappelle bien des conditions, avec un follow-up tous les 6 mois D'accord. sur les difficultés qu'on a eues, le chiffre d'affaires, comment on croit, les accompagnements qu'on a besoin. Puis ils vont nous payer des formations si c'est nécessaire. Et donc, au bout de 3 ans, c'est pareil, hein, c'est de la discussion aussi, parce qu'ils ont aussi un intérêt par rapport à ce qu'on Oui. leur apporte. Et puis pour nous, on a intérêt de rester aussi, parce que les prix des loyers ils sont imbattables. Enfin, nous, on a notre bureau, il doit faire, je sais pas, 25 mètres carrés, on a moins de 400 balles par mois. Ok, ouais. Et puis il y a toute la facilité qu'il y a autour, quoi, avec restaurant, enfin, coin café, des salles de réunion, donc on peut pas faire mieux. Donc il y a vraiment un vrai accompagnement dans l'incubateur, c'est-à-dire que parce que oui, j'avais pas compris que tous les 6 mois il y avait des points, etc. Mais- Il y a vraiment des gens il y a des professionnels qui accompagnent pendant toute la durée de vie du projet, quoi. Oui, oui, carrément. Moi, par exemple, dans le cas de Transition, dans le cas particulier de la certification auprès de l'AMF, j'ai eu un élu qui a fait une lettre pour appuyer mon dossier auprès de l'autorité des marchés financiers. Et donc, je ne suis pas certain que j'aurais pu avoir cette lettre et cette notoriété et tout simplement pouvoir le toucher, quoi, si j'avais pas été dans l'incubateur. Donc, eux, c'est vraiment comme une famille, quoi. C'est un On vrai va, levier, on quoi. va faire tourner le réseau pour essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est super. On a même des contrats d'objectifs. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil Ouais, à la c'est juste Green. ça. Mais... C'est-à-dire des contrats d'objectifs. On fixe un objectif de chiffre d'affaires sur l'année. L'idée, voilà, c'est d'essayer d'y tendre au maximum. Et donc, on revoit tous les ans est-ce que le contrat d'objectif, on s'y approche, est-ce qu'on l'a validé. C'est aussi, je pense, pour s'assurer de la pérennité des startups qui font rentrer, d'avoir un vrai suivi finalement et de pouvoir accompagner au mieux. Mais on doit quand même justifier aussi notre activité auprès de l'incubateur. Alors si on n'est pas arrivé au contrat d'objectif, ils nous mettent pas dehors. C'est pas, ça se passe pas aussi facilement, mais il y a quand même une volonté de suivre, d'accompagner et qu'on accélère au maximum, quoi. Ça a vraiment un cadre certainement au développement aussi, et peut-être une structure. Même, Mais toi pour qui eux- es déjà entrepreneur de base, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté une structure dans ton développement? Enfin, je veux pas dire tellement dans le développement, mais dans la structuration de l'entrepreneur que tu es, d'avoir des gens qui te suivent comme ça, là où peut-être des moments quand tu es entrepreneur, tu vas faire ce que tu veux, quand tu veux, et même déroger un peu à certaines règles que tu te fixes en tant qu'entrepreneur. Est-ce que là-bas, tu n'as pas un cadre précis finalement auquel tu dois... Enfin, si je comprends bien ce que vous dites, c'est ça, c'est que tu as un cadre dans lequel tu dois rester, et finalement, ça t'apporte un vrai plus, quoi. Oui, c'est ça, hein. Et eux, ils le font pas aussi pour le plaisir. Ils le font pour le plaisir de nous accompagner, mais c'est parce qu'ils sont aussi subventionnés par des fonds européens comme la FEDER. Et ils doivent donner des comptes et justifier qu'ils nous apportent. Et ensuite, ça débloque les fonds. Donc, c'est un intérêt mutuel. Et moi, dans mon cas, ça m'apporte énormément sur tout ce qui est levée de fonds. Parce que quand on fait une levée de fonds, c'est un peu un jeu de séduction. Mais quand derrière, on arrive avec des faits, avec des chiffres, avec un business plan ficelé vraiment très bien, derrière, on a beaucoup plus de crédibilité. Ça permet d'aller plus vite au but. Et donc moi, grâce à eux, j'ai pu vraiment améliorer tout ça, quoi. Parce qu'au début, j'arrive à lever des fonds parce que j'ai de la chance d'être dans un réseau où il y a de l'argent. Oui. Et donc, il suffit de bien pitcher, la personne aime bien le feeling et puis ça va. Mais là, avec Transition, c'est un projet qui est en train de prendre tellement une envergure incroyable que je vais passer sur des institutionnels, avec des VC notamment. Là, c'est plus le même game. Et grâce à eux, derrière, c'est au top. Oui. Parce que tu prépares des bases solides, en fait. Ouais, c'est ça, avec tous les aspects juridiques, avec les... Qui te coûterait excessivement cher si tu l'étais pas, si t'étais pas dans cet incubateur-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis défendre ton projet aussi. Nous, je sais qu'auprès de la BPI, ils ont défendu notre projet aussi. Il n'y a pas que les porteurs. Et donc, d'avoir ce soutien, ça permet aussi de crédibiliser dès le début ton projet, de montrer qu'il y a des gens qui croient en toi. Qui croient, bien sûr. Et ça, pour ça, c'est vrai que ça a été un plus, en tout cas de notre côté. Et c'est ça ce qui permet d'accéder à certaines aides aussi, ou pas du coup? Moi, pour revenir à ce que je viens de dire, je suis pas sûr que sans le village Baïséa et donc la Green Labo, j'aurais eu l'aide de la BPI. D'accord. Ok. Donc c'est pas que c'est conditionné, mais le fait d'avoir passé ce cut avec tous ces contrôles et avec ce suivi, ça permet de donner de la crédibilité. Et nous, on a eu
l'intégration, on avait déjà entamé le dossier BPI en avril, on a intégré en juillet, et puis le temps qu'il rentre en instruction, on a eu le financement début de l'année qui a suivi. D'accord. Donc, ouais, carrément, ça aide beaucoup pour tout ce qui est BPI, ouais. Ok. Donc toi, tu as fait ça pour faire face à la solitude que tu avais en entrepreneuriat. Et du coup, ça t'a apporté beaucoup plus au final. Ouais, exactement. C'est ça. Un peu. Ouais, c'est vrai que c'est ma solitude d'abord qui m'a poussé Ok. à vouloir un peu être entourée. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as eu comme plus grosse... peut-être pas des échecs, mais comme plus grosse galère en montant Transition, du coup, maintenant? Ouais, alors, j'en ai eu beaucoup. J'imagine. En fait, le problème de l'entrepreneuriat, et je suis le premier à jouer sur ses travers, on va communiquer que les côtés bien. Donc, C'est si on ça. voit sur mes réseaux sociaux, c'est le Tout est kiff, magnifique. je fais du surf, je fais du bateau et tout, mais en vrai, c'est 90% de galère, pardon, 90% de galère. Non, mais Ma femme est belge et je suis en Suisse en ce moment. Je c'est ce que reviens en j'allais dire. France En hein, Suisse, bientôt. 90. Non, voilà, en fait, l'entrepreneuriat, c'est sans déconner, c'est peut-être 90% de galère, Ouais. 10% de kiff, mais le kiff, il vaut largement les 90% de galère. J'aime bien comparer avec le sportif. Quand le sportif, il va gagner sa médaille, il va être acclamé, mais personne va aller au bord du bassin, allez, va nager tes 15 km par semaine Bien et sûr. tout. Mais moi, c'est ça la plus grande difficulté. Donc, il y a des gens qui ont voulu faire de l'entrepreneuriat avec moi, qui ont voulu m'accompagner. Et premier coup dur, deuxième coup dur, ça résiste, mais au bout du troisième, quatrième, au fur et à mesure, ils partent. Ouais. Et du coup, ça, c'est la même chose avec des associés. Donc, il y a des associés qui sont rentrés, puis ils sont toujours là, mais ils sont devenus passifs. Et donc, pour moi, la difficulté, c'est de rester performant sur la durée. La Ouais. résilience, finalement. C'est la résilience. Et ça, c'est pas un mot à la con. C'est vraiment le mot en or de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a peut-être une personne pour 100 000 qui est capable d'entreprendre. Et c'est des personnes qui sont résilientes. Parce que derrière, si tu n'as pas de la résilience, tu vas prendre un coup, 2 coups, 3 coups et après, tu abandonnes. Et donc, enfin, moi, je le vois bien avec Transition. C'est un modèle qui dérange parce qu'on fait de l'argent autour de l'arbre. Et du coup, derrière, il y a beaucoup de méfiance. Et puis après, il va y avoir des gens qui vont parler. Donc, il faut être capable de faire abstraction de ces gens-là pour pouvoir être focalisé sur son modèle. Et puis, tout le monde n'est pas capable. Et donc, tout ça, ça donne ce côté de résilience parce qu'il ne suffit pas d'avoir un modèle vertueux. Bien sûr. Il faut aussi faire face aux haters. Et puis c'est bon, ça, c'est... Et pour moi, ça, c'est le plus gros point noir, on va dire, de l'entrepreneuriat. Et puis, dans votre cas, en plus de ça, on peut être entreprise à mission, mais une entreprise, par sa définition, c'est pas une association. Donc, que je dis faut toujours, faire ouais. de l'argent, en fait. Donc, le plus important, ça reste ça, le centre névralgique, c'est comment faire de l'argent. Et quoi de mieux qu'être une entreprise à mission, mais finalement, faut pas oublier l'essentiel d'une entreprise. Et je pense que, effectivement, quand on fait de l'argent sur des arbres, on va faire face à des critiques, C'est ça. mais la Et- critique, c'est que tant que ça parle, c'est bien. C'est ça, il y en a qui disent le plus important c'est qu'on parle de nous. Ouais. Exactement. Et moi, pour contourner ça, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de concours et j'ai reçu beaucoup de prix. Parce Ok. que quand c'est moi qui dis que je suis le meilleur ou que mon modèle c'est le meilleur, bah, je suis jugé parti, ça pèse pas trop. Mais par contre, quand c'est un concours, que c'est des professionnels, que c'est des gens indépendants et qui nous donnent le label, bah là, ça valide Ça le assoit, truc, quoi. Ouais. Et puis comme ça, c'est la réponse que je donne aux haters. Quoi. Ouais. Regardez, c'est Ouais. pas moi qui l'ai dit. C'est une belle réaction. Quelle départ. sagesse. Et donc avec le recul, ça me fait rire, mais quand tu te le prends et que tu dois encaisser, puis tu as encore ta routine, ton opérationnel à gérer, ouais, c'est ça. Et ça, tu l'as vu dans tous les projets que tu as fait ou tu as fondé. La résilience, c'était le point clé qui t'a Ouais, permis de ouais, faire ouais. tout ça. Parce que même quand j'ai fait du consulting, le consulting, c'est un milieu saturé, comme on parlait tout à l'heure avec Ouais, bien les sûr. téléphones. Je suis un petit entrepreneur, j'arrive, tu crois que tu vas avoir ta place et tout. Bah, finalement, j'ai rémunéré mes consultants 20% au-dessus du marché Ok. et je les ai facturés 20% moins cher que le marché. Oui, donc, Et Ah ouais. du coup, ça m'a permis d'avoir des consultants qui étaient plus motivés, donc meilleure prestation. Les clients, ils ont une prestation meilleure qui paye moins cher. Et du coup, ça fait que ça s'auto-alimente. Et donc, quand j'ai démarré le consulting avec la DDS Alliance, on m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et puis, c'est une société qui a 9 ans et qui tourne à plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et puis, c'est la même chose avec les appartements.
Et je les ai fait étoiler par le ministère du Tourisme. D'accord. Et t'as même le gars qui est arrivé chez moi, il me fait « Quoi, vous visez 5 étoiles ?» Mais attendez, vous vous rendez compte, c'est l'hôtel Royal Savoie qui a 5 étoiles et c'est le seul avec cette prestation. Et moi, j'étais habillé comme ça, enfin, peut-être pas le même t-shirt, mais dans le même style, quoi. Il y avait un autre logo, quoi. Ouais, c'était le logo des appartements, quoi. Et j'ai fait « Écoutez, monsieur, venez voir, ensuite on discutera. » Et c'est pareil, on a eu 5 étoiles et il y a eu grosse résistance, c'est pas possible et tout. Et puis au fur et à mesure, c'est des appartements qui ont 15% de rendement par an, donc c'est au-dessus du marché. Ouais. Et donc, quand on est entrepreneur, on s'alimente de ces choses-là, ça nous permet de dire, bah, écoutez, vous allez voir, vous avez tort, j'ai raison. Mais Je suis j'allais d'accord. rebondir parce que sans transition, toi, finalement aussi, Jeanne, dans ton business, Ouais. et je voulais qu'on fasse un focus là-dessus, donc c'est hyper Sur l'ego, cool. quoi. Ouais, sur l'ego. Non, mais t'étais salarié. Ouais. Tu commences par ça, ce que tu me disais Ouais. tout à l'heure, donc dans le secteur bancaire. Ton projet, votre projet avec tes associés, il est proposé. Enfin, explique-nous un peu cette partie-là, et je pense que c'est intéressant de voir aussi cet échec-là qui est un premier échec, mais qui pousse finalement vers une réussite. Qui pousse vers bien. Mais c'est vrai qu'en fait, cette première expérience bancaire, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, nous, on essayait de proposer un petit peu des solutions. Alors, on n'était pas encore sur des solutions bien figées comme on a aujourd'hui, mais on avait plein d'idées. Et en fait, on se rendait compte que, en fait, t'es là pour faire du commercial et vendre des produits financiers, mais t'es pas là pour donner des idées. Donc, c'était un peu la première frustration, c'est de se dire, alors moi, je suis hyper créative en plus, donc j'ai besoin un peu de cette créativité, etc. Mais en fait, la banque, c'est tellement hiérarchisé. En fait, t'as un N+1 qui a un N+1 qui a... Bon, t'arrives à N+12 au final. Et t'as pas eu de réponse. Hein. Voilà, déjà, ça met du temps à remonter, quand ça veut bien remonter. Et donc, c'est vrai que t'étais pas vraiment écouté. En fait, t'es pas là pour ça. Et puis, finalement, quand tu décides de prendre ce risque de dire OK, je ne suis pas à ma place, moi, j'ai envie aussi de partager mes idées, de créer, que tu sors finalement de cet environnement, que tu commences un peu à créer, et tu te rends compte que tout de suite, ton N+12, il te reçoit, il t'écoute, et il écoute ton projet. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y a plein de talents dans les entreprises qui ont plein de choses à donner, qui ont énormément de créativité en eux, qui ont plein de bonnes idées. Mais malheureusement, je pense que la société fait que les entreprises sont tellement... t'as tellement de managers que finalement, tout est un peu compressé, étouffé. Et donc, ces talents-là s'en vont des entreprises, soit pour faire autre chose ou pour monter leur projet. Et je trouve ça dommage parce que les entreprises auraient tellement plus à gagner finalement de garder ces talents chez eux, de les écouter, de les laisser s'exprimer. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a ressenti dans le secteur bancaire. Après, je pense que c'est aussi propre au monde bancaire. C'est du management très descendant, même ton manager, lui, en fait, répète ce que son manager lui a dit, qui répète ce que son manager lui a dit. Bon, finalement, en fait, c'est juste on se passe un mot, mais il n'y a pas vraiment place finalement à tout ce qui peut être un peu exotique, qui peut être un peu innovant. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais aujourd'hui, ils nous reçoivent avec grand plaisir, ils nous achètent nos produits. Donc c'est un peu notre petite revanche à nous. C'est incroyable quand on passe du non, on t'écoute pas, à oui, on te l'achète, quoi. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Ça te permet d'entreprendre sans limite. Et la France, c'est quand même un terreau propice pour entreprendre, parce qu'il y a toutes les structures qui nous aident, avec notamment la BPI, les incubateurs comme le Village by CA. Et donc, au final, cette histoire, ça t'a permis de te développer. Tu n'aurais peut-être pas eu... Ouais, ça, c'est certain. Mais je pense aussi à tous les autres qui n'ont pas forcément un profil d'entrepreneur. Moi, je voulais entreprendre depuis que j'avais 17 ans. Donc, je savais que c'était un passage et que finalement, je n'évoluerais pas forcément en tant que salarié. Mais je pense aussi à tous les autres qui n'ont pas forcément cette volonté d'entreprendre, parce que c'est vraiment un changement de vie, un quotidien auquel il faut quand même être prêt. Bien sûr. Mais voilà, je pense à tous les autres qui n'ont pas forcément ce tempérament d'entrepreneur, mais qui auraient aussi une vraie plus-value. Ouais, une vraie plus-value. Ça te fait déjà embaucher plus tard. Exactement. Alors, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. On se dit, au-delà, parce que la banque nous a permis aussi de voir certaines carences, notamment dans le milieu de l'éducation financière, ce qui nous a aidé à nous lancer. Mais c'est ce qu'on se dit aussi aujourd'hui. On met l'accent à ne pas faire vivre à nos futurs salariés ce que nous, on n'a pas aimé vivre. Et donc, essayer d'être dans une entreprise le plus libérée possible, où en fait, chacun peut aussi apporter sa petite pierre à l'édifice. Ne pas avoir de frustration, finalement. C'est ça.
Ce que peut apporter facilement le côté start-up, puisqu'on a des organisations qui sont bien moins exigeantes Bien que dans le secteur bancaire, hein, et j'en suis bien consciente. Mais c'est vrai que ça m'a donné aussi cette envie de donner cette liberté aux futures personnes qui voudront travailler avec nous, qui puissent s'exprimer, qui sachent qu'ils ont toute leur place et que c'est aussi grâce à eux qu'on y arrive. Parce que c'est ça, je pense aussi qu'oublient les grandes entreprises, c'est que sans les personnes en bas, C'est vrai. ce ne serait pas là où elles en sont aujourd'hui. Donc, Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a eue avec Arthur aussi là-dessus, sur le fait qu'en start-up, où justement, c'est une vraie plus-value d'avoir des entrepreneurs dans l'entreprise, en fait. Parce que c'est aussi, justement, une façon d'avoir une réflexion complémentaire, d'apporter une vraie plus-value dans l'entreprise. Et justement, je pense que c'est l'esprit start-up qui veut ça aussi. Là où les grandes entreprises qui ont leur cadre, typiquement la banque, enfin, je pense que c'est le meilleur exemple. Ouais, vraiment. Ouais. Au final, c'est compliqué d'avoir. J'imagine des start-upers dans une banque, c'est compliqué, quoi. Ou alors il y a les néobanques maintenant et qui, elles, font des trucs incroyables, je trouve, à juste titre. Mais je pense que ouais, c'est typiquement le truc le plus compliqué, finalement, d'avoir des entrepreneurs dans des. Je sais même pas comment on peut parce que c'est des entreprises, mais des entreprises établies. C'est dans des cases, ouais. Ouais. C'est exactement la même façon de travailler dans le milieu pharma. Et c'est ça qui m'a poussé à entreprendre il y a une dizaine d'années. Hein. Tu es dans ta boîte, tu as ton CV, ton expérience, tu fais tel travail. Donc, tu peux déjà tracer une courbe pour savoir où tu seras dans 20 ans par rapport aux évolutions. Et c'est vrai que c'est assez frustrant et c'est un peu contre l'innovation. Mais de toute façon, ça fait partie de notre modèle en Occident. Que quand on regarde les startups, enfin, les multinationales, pharma ou banques, puis les startups, à un moment, et c'est votre cas avec les banques qui commencent à regarder EasyWeb d'un bon œil et tout, ils commencent à suivre. Puis la levée de fonds, ils vont dire il n'y a pas moyen qu'on rentre et tout. Et c'est comme ça qu'ils font de l'innovation. Ouais. Ils vont faire de l'innovation par des start-upers qui y créent, puis ensuite ils rentrent, ils les intègrent à leurs produits. Et nous, avec Tradition, c'est pareil. On a la BNP Paribas, il y a le Crédit Agricole qui sont intéressés, ils nous suivent de très près, parce qu'on fait de l'innovation où eux, ils n'arrivent plus à en faire par rapport à leur structure. Et c'est pas un mal, parce que leur business model fonctionne. C'est des sociétés lucratives, elles ont des bilans comptables magnifiques, donc on peut pas leur demander de changer, ça fonctionne. Mais du coup, ça nous donne, à Jeanne et moi, une opportunité d'exister et de créer un modèle en parallèle, et puis après, on discute avec eux, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on voit le produit Jeanne, si elle était restée dans sa banque, est-ce que si on lui avait donné les moyens en interne de développer ça, elle n'aurait pas pu le développer pour la banque et donner une vraie plus-value à la banque et pousser le truc? Ça n'aurait pas fonctionné? Ouais, l'inverse, du coup. C'est une Peut-être que tu entrepreneur. n'aurais pas du tout fondé le même produit aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, ouais, les idées, n'étaient pas aussi concrètes en tout cas à l'époque. Après, je vous rejoins sur le fait que pour moi aujourd'hui, malheureusement, un produit qui est marketé avec le nom d'une banque aura pas le même impact que nous, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont plus confiance aux banquiers. Enfin, nous, on l'a vraiment ressenti quand on était en activité. C'est vrai qu'il y a 30 ans, le banquier, il venait manger le dimanche midi avec toute la famille autour du poulet, quoi. Là, ton banquier, si limite tu peux ne pas aller le voir, tu t'en portes pas plus mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti. Et je pense qu'il y a une réelle rupture de confiance, en tout cas entre les clients et le secteur bancaire, qui fait que je ne sais pas si un produit comme ça aurait fonctionné aussi bien s'il avait été marketé au nom d'une banque. Mais en tout cas, effectivement, ils ont des axes d'amélioration qui sont assez larges quand même. Allez manger le poulet le dimanche chez vos clients. Ouais. Il y a une chose aussi que vous avez dit dans vos deux parcours. Vous avez fait des levées de fonds. Pourquoi, quand on fait l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de boîtes qui passent par là, pourquoi on va faire une levée de fonds? Pourquoi on dit que l'argent, ça permet de faire grossir une entreprise aujourd'hui? Je peux répondre du coup. Ouais. Il y a deux façons de faire de la croissance quand on fait une start-up. Il y a la croissance organique qui est alimentée par les ventes. Ensuite, on dépense l'argent qu'on a gagné. Et ça, en général, c'est des croissances qui sont linéaires. Donc, on va gagner 100 000, on va investir peut-être un quart pour faire ensuite 150 000 et ainsi de suite. Ensuite, il y a le deuxième effet de levier, c'est la levée de fonds. Et ça permet d'avoir des capitaux qui arrivent frais et de pouvoir bypasser ce problème de trésorerie. Et donc, avec des levées de fonds, on peut avoir une croissance exponentielle. Et pourquoi c'est important d'avoir une croissance exponentielle? C'est par rapport au marché.
Parce que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Il y a une entreprise qui fonctionne, il ne se développe pas bien, je vais copier le modèle, je vais mettre les fonds et je vais lui prendre sa place. Et donc, c'est une course contre la montre. Donc, soit on a une barrière à l'entrée qui est incroyable. Donc, une barrière à l'entrée, c'est l'effort pour nous copier. Ouais. Et donc, quand il y a des brevets, alors on s'en fout. On va prendre le temps. De toute façon, on ne pourra pas nous copier. Et donc là, ça va fonctionner. Et quand il n'y a pas de barrière à l'entrée ou qu'elle est assez étroite, alors là, la levée de fonds, c'est ce qui permet de passer ce cap. Parce qu'à un moment, avec de l'argent frais, on peut faire du marketing, on peut faire des médias, des relations presse. Et du coup, ensuite, c'est la notoriété qui fait notre légitimité. Un peu comme Coca et Pepsi. Ouais. Donc, on achète du Coca parce que c'est Coca-Cola, quoi. Et bah, du coup, avec la levée de fonds, ça nous permet d'accéder à ça plus rapidement. Et donc, sans ça, derrière, les startups, elles ne pourraient pas se développer. Et après, le problème de la levée de fonds, c'est qu'il y a des modèles économiques qui ne sont pas viables, qui sont sous perfusion grâce aux levées de fonds. Ok. Parce que ça leur permet d'exister plus longtemps, alors que sans ça, elles auraient disparu, quoi. Oui, il y a des startups qui tiennent des années juste avec des levées de fonds, mais sans modèle économique fiable. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, vous deux, pourquoi vous avez fait des levées de fonds? Nous, on voulait pas forcément en faire, en fait. Donc, on a toqué à notre porte. Alors, nous, on est 3 anciens banquiers, hein, donc on a une gestion plutôt très stricte, ouais, très rigoureuse de nos finances. Et donc, on s'était dit, on peut peut-être continuer encore un petit peu 6 mois, 1 an, sans forcément lever de fonds. Alors, on se disait en plus, on est banquier, donc on va essayer d'aller lever de la dette. On connaît un peu les verbatim, ça va le faire. Bon, ça ne le fait pas. Quoi, lever de la dette, pardon. C'est passer par le levier du crédit, donc emprunter auprès des banques plutôt que de passer par la case levée de fonds. Banquier ou pas, ça fonctionne pas, ça n'y change rien. D'accord. D'ailleurs, c'est une des choses auxquelles on a fait face très très vite, puisque nous, on s'était dit dès le début, on va essayer de lever un peu de dette. On va aller voir les banques. Personne nous a suivis. Voilà. On va avoir le bon discours. Non, ça n'a pas fonctionné. On s'est débrouillé avec nos propres moyens. Et donc, aujourd'hui, étant donné qu'on a réussi à générer un peu de croissance et à avoir du chiffre d'affaires, alors c'est plus facile, mais c'est pas encore gagné. Mais voilà, nous, le plan, c'était vraiment de passer uniquement par la dette bancaire dans un premier temps. De faire de la croissance organique, comme expliquait Daniel, et de voir à terme, le but c'était de se diluer le moins vite possible. Okay. Et puis on est venu toquer à notre porte et on nous a fait une proposition d'une société avec laquelle on avait vraiment une mission commune, des valeurs communes. Et vraiment la même vision de ce qu'était la culturation financière, l'éducation financière. Et ça a sonné un petit peu comme une évidence pour nous. On s'est dit, en fait, est-ce que c'est pas maintenant finalement qu'il faut accélérer? Est-ce qu'on n'a pas des peurs aussi? Nous, en tant qu'anciens banquiers, forcément, on avait certaines peurs, on se mettait des barrières nous-mêmes, je pense, que cette proposition nous a aidés aussi à lever, parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, que c'est la meilleure solution de passer par cette case de levée de fonds, mais qui peut faire peur un peu aussi. Surtout moi, en tant que femme, au board, on sait que voilà, les femmes ont de plus en plus de mal à lever des fonds par rapport aux hommes dans les entreprises, c'est vraiment réel. Donc bien que je sois super bien accompagnée avec mes 2 associés, c'est peut-être un problème auquel on aurait pu se confronter. Et donc voilà, c'est une proposition qui s'est faite à nous. On a pris le temps de la réflexion et on s'est dit, en fait, c'est maintenant, on nous donne la chance justement de pouvoir accélérer, de pouvoir faire un peu tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on veut faire. S'enlever un petit stress financier aussi, parce que on va pas se mentir, le matin, parfois, on se dit, est-ce que demain je suis toujours là? Est-ce que je suis plus là? Donc voilà, du coup, c'est une proposition qu'on a acceptée, mais voilà, peut-être à l'inverse de toi, où c'était certainement une volonté. Non, j'ai eu la même histoire que toi au début. Enfin, d'office, on n'a pas envie de se faire diluer, parce que la levée de fonds, ça veut dire laisser un bout du gâteau. Même si j'aime bien dire, je préfère avoir 10% d'un gâteau à 1 milliard que 100% de zéro. Mais quand j'adore parce que je dis ça tout le temps. Nous aussi, on dit ça souvent. Juste, je crois que t'es plus dans le micro, je crois, il est un peu décalé. Sinon, juste devant. Comme ça, c'est bon. Quand j'ai démarré Transition, j'ai d'abord essayé le crédit pour me financer. J'ai ouvert un compte, c'était une banque que je vais taire le nom. Je n'aimerais pas. Tout de suite, ils m'ont dit, Daniel, on veut bien t'ouvrir un compte, mais on ne te financera pas.
J'ai dit, vous connaissez même pas mon modèle, vous êtes déjà en train de me dire que vous n'allez pas me financer. Et donc aujourd'hui, les C'est banques, ouf ça quand même. C'est ouf ça quand même. aujourd'hui, les banques ne font plus leur rôle. Parce que normalement, elles collectent l'épargne des salariés pour ensuite injecter cet argent-là dans l'économie, qui crée ensuite des nouveaux emplois, qui permet de faire un cercle vertueux. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas par rapport au traumatisme qu'on a eu, notamment avec les subprimes et tout, il y en a eu plein. Et donc, bah voilà, je suis très vite arrivé à l'évidence que le prêt, c'était pas une option. Et après, ici, vous vous rendez compte, il faut se resituer 3 ans et demi en arrière. Covid. Vous inquiétez pas, je vous fais un produit financier basé sur un arbre qui lui-même est planté sur une terre d'un agriculteur qui va travailler avec nous. Ensuite, dans 10 ans, on le valorise à tellement... Les gens, ils m'ont dit, mais t'es un fou, mais jamais je te finance. Et ben du coup, avec la levée de fonds, c'est des gens qui ont l'habitude de l'entrepreneuriat. Et grâce à mon vécu d'entrepreneur, qui ont vu que 100% de mes business ont fonctionné, ils se sont dit, ben non, lui, s'il arrive là, c'est qu'il y a une opportunité. Ça m'a permis de leur parler. J'ai fait une première levée de fonds, je crois qu'on était sur du 150 000. Et donc ça a permis de lancer la première preuve de concept avec le premier terrain. Ça donne une valorisation aussi. C'est ce que je voulais C'est ça, dire. bien sûr. C'est hyper important parce que ça te donne une vraie valeur. Oui, mais ça, après, c'est du bullshit, les valos, parce qu'il y en a un qui passe sur M6, il a valorisé sa société à 300 millions et il fait pas de chiffre par rapport à son business model. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi, comme quoi c'est du bullshit. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est hyper important devant un investisseur de dire, bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance à hauteur de ça, donc ma boîte vaut techniquement ça. Maintenant, quand je t'en demande, quand j'arrive et que je te donne ma valo, c'est pas comme si tu es sur ta première levée une fois que tu as eu ta première. Oui, bien sûr. Dans un sens, tu as raison. Dans l'autre sens, ça peut aussi te bloquer parce qu'il y a plein d'exemples où il y a des gens qui ont valorisé trop fort à la première levée. Okay. Et puis, les premiers investisseurs, ils veulent pas être lésés. Et donc, ensuite, ça conditionne les autres. Okay. Et donc, si tu n'as pas fait de croissance, ça veut dire que ton modèle, il est à bout de souffle, donc tu n'arriveras plus à lever. Il y a une société dans notre incubateur qui a disparu à cause de ça. Ils ont valorisé trop au premier tour, et puis là, ils n'arrivaient plus à trouver de leveur. Donc, c'est à double tranchant. Ça permet de donner un premier temps de passage, mais il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Ou s'il est élevé, il faut derrière assumer d'avoir une hyper-croissance, sinon c'est la fin. Donc, voilà. Ok. Du coup, toi, tu as fait la première, c'était quoi, en 2022, 2021, c'est ça? J'ai fait à la fondation, j'ai tout de suite... En fait, j'ai démarré en mars 2021. Donc, c'était en modèle concept, c'est moi qui finançais. Donc, j'ai financé quand même 50-60 000 balles de ma poche, avec 2 employés en plus que j'avais payé par mon autre structure. Puis, en décembre, on a vu que ça fonctionnait, qu'on avait répondu aux bonnes exigences. Donc là, on a fait l'acte de fondation en même temps de la levée. Donc, c'est pas vraiment une levée de fonds. Mais donc, les leveurs sont arrivés en même temps que moi et on a fondé. Et puis après 1 an et demi, on a refait une levée de fonds où là, c'est officiellement la première. Et là, on a levé 300 000 balles, dont 140... C'est combien que j'avais mis? Je me rappelle même plus. Tout, j'ai mis 150 000 dans la société. Donc moi-même, je suis investisseur de ma propre structure. Et donc en tout, en fin 2024, donc fin de l'année passée, on a levé en tout 600 000 euros. D'accord. Et donc aujourd'hui, la société est valorisée environ 10 millions. Donc il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre 1 million pour 10%. Et donc là, j'attends le moment opportun pour les faire entrer parce qu'il ne faut pas juste lever pour lever. Bien sûr. Et donc, ça dépend de la perspective. Et là, je suis en train de valider des hypothèses et ensuite, je referai une levée de fonds. Enfin, ou peut-être pas. Enfin, ça dépend du besoin que tu auras à ce moment-là. Et du coup, pour préparer une levée de fonds, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est en train de préparer, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu en as fait plusieurs. Toi, tu en as fait une. On est venu te voir. Qu'est-ce que vous avez préparé vraiment pour aller voir ces acteurs-là, demander une telle somme, etc. Nous, on n'avait rien préparé du coup. Vous avez eu l'offre comme ça et c'est tout? Ouais, on a eu différents échanges. On a présenté ce qu'on faisait et au bout du deuxième rendez-vous, ils nous ont fait la proposition. En fait, ça s'est fait super rapidement. En fait, je pense c'est un peu exceptionnel par rapport on va dire au processus classique d'une start-up. Nous, c'est vrai que c'est assez rapide, on l'attendait pas forcément. Après, ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est
c'est une vraie plus-value pour nous de vraiment organiser la société parce que c'est vrai qu'en tant que start-up, au début, on peut pas être partout, on essaye de tout faire, mais voilà, on fait pas tout bien. Et donc, grâce à cette levée, on a des audits de la société, des audits juridiques qui vérifient un petit peu tout, comment on a tout mis en place. Donc, c'est top parce que ça nous permet justement aussi avant de grossir et d'aller vers cette hyper-croissance, de pouvoir aussi nous structurer, de pouvoir tout remettre à jour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que sur le reste, je pense que Daniel sera de meilleurs conseils que moi. Je pense que tu as vécu plus de péripéties à ce niveau-là. Le plus important, c'est de caractériser la personne qui veut lever. Ensuite, de trouver où il habite, prendre des photos des enfants à la sortie de l'école. J'étais là, mais attends, mais Moi aussi, il parle. Attends, je prends. Avec les photos sur la table, je veux 10 millions. Ok. Non, mais. Non, plus sérieusement, pour le coup, c'est important de comprendre son interlocuteur parce que tout le monde ne va pas être attiré par la même chose. Ici, j'ai notamment Jean-Pierre Nadir qui est rentré dans la société et lui, c'est un gars qui est. Donc tu l'as menacé de la même façon à la télé, c'est ça? J'ai du mal à trouver sa fille. Mais pour le coup, chacun a sa thèse d'investissement. Donc, dans la société, j'ai des business angels qui sont médecins. Et donc, eux, ils vont être impactés par le côté social. Et après, il y a Jean-Pierre qui est plutôt sur le côté à impact. Et donc... Question, excuse-moi, du coup, parce que Jean-Pierre Nadir, pour le présenter, ceux qui ne savent pas qui c'est, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est un super investisseur. C'était le fondateur de la chaîne. Je te laisse le présenter à la limite. Alors, je connais pas toutes les sociétés qu'il a fondées. Mais sa grosse société. Mais en tout cas, il a démarré avec un concept qu'il avait fait venir des États-Unis qui était la livraison de pizza en 30 minutes. Ouais. Donc là, ça lui a montré comme quoi il était capable d'entreprendre. Puis après, il a fait dans les médias. Ouais. Il a créé le portail Internet pour la réservation en ligne de vols. Je me rappelle plus du nom. Et ensuite... il a créé la techno derrière ça? Alors, au niveau technique, je ne sais pas trop. Ok. Je sais qu'il a vraiment percé grâce à ce portail qu'il a revendu. Et puis aujourd'hui, il est directeur de Fairmove, enfin fondateur et président Fairmove, qui fait du tourisme éco-responsable. Oui. Et donc voilà, Jean-Pierre, il a une thèse qui est à impact. Et donc d'office, quand tu vas venir le pitcher pour lui présenter ton modèle, tu vas faire ton business model pour lui montrer l'impact que tu as. Du coup, c'était ta première levée de fonds pour Transition, c'était sur Qui veut être mon associé? Non. Ah oui, non, d'accord. Okay. Mais Jean-Pierre Nadir, tu le connaissais pas? Je le connaissais pas d'avant. D'avant, d'accord. Ouais. Okay. Et puis Qui veut être mon associé, c'était 1h30. Donc en gros, tu pitches pendant 1h30 et puis à la télé, ça passe que 15-20 minutes. Mais on va faire un petit focus après, à la limite, on te laisse terminer sur ta première levée de fonds. Tu essaies de comprendre vraiment la personne? Ouais, c'est super important. Donc là, pour préparer le million pour les 10%, donc là, je suis sur 2 typologies. Ouais. Donc des VC, et les VC, ce qu'ils regardent, c'est la rentabilité économique. Et donc le business plan, enfin le pitch deck, il est totalement différent, où là, tu vas montrer ta croissance, l'hypercroissance que tu as pu obtenir, les marchés, les innovations, à quoi va servir l'argent. Parce que si l'argent sert au fonctionnement de la boîte, ou s'il sert à financer de l'innovation, c'est pas du tout le même impact. Donc, quelqu'un comme Jean-Pierre Nadir ou quelqu'un qui est early stage, qui va arriver très tôt, donc tu peux lui expliquer que tu as besoin d'argent pour le fonctionnement de ta boîte, parce que tu dois passer des échéances, des certifications comme avec l'AMF ou avec l'Adréal, tout ça, quoi. Et du coup, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte de l'argent, parce qu'il faut des frais d'avocat, donc c'est des coûts structuraux, donc ça s'explique au début. Et puis quand tu arrives dans une maturité, là, tu dois adapter. Et donc là, le pitch, il n'est plus du tout le même. Et c'est important de connaître la personne que tu es en face, sinon tu es hors cadre. Et tu as le droit à une chance, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent de l'argent qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'au-delà de la partie financière, il y a peut-être aussi une partie humaine quand même. Enfin, ça reste de storytelling, ouais. Bien sûr, ça reste des gens avec qui on va pouvoir avoir une approche personnelle. Enfin, plus on le connaît et qu'on connaît son interlocuteur, je pense que ça même doit avec quand même les VC, aider. du coup. Ouais, bien sûr. Ok. D'autant plus, je pense, même avec des VC. Ouais, c'est ça. Nous, à Orléans, on a Go Capital, qui est, on va dire, le VC le plus staffé, celui le plus important. VC, c'est Venture Capital. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? C'est des fonds d'investissement. Ils ont plein d'argent et ils ont des business analysts. C'est solide, quoi. Ok.
Bah, il est venu plusieurs fois, Alexis. Il me connaît, il nous a suivis dans les salons. Et donc, oui, c'est d'autant plus important d'avoir ce côté humain. Ça fait partie du truc. Et eux, ils ont tellement un effet de levier sur un modèle que justement, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut avoir encore plus d'approches ajustées pour que ça fonctionne. Ok. Est-ce que tu penses que l'accompagnement humain, justement, est le même de la part d'un VC ou de quelqu'un comme Jean-Pierre Nadir, par exemple, ou un business angel? Est-ce que toi, ça te fait pas un peu peur, justement, de passer ce cap, d'aller vers le fonds d'investissement? Alors, ma question n'est pas anodine parce que moi, ça me fait flipper de ouf. Donc, Si, du coup, t'as raison. En gros, le dernier qui rentre, c'est celui qui établit les règles. Donc, en gros, quand Ah t'as... bon? Ouais. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Parce que du coup, Ok. tu vas signer un pacte d'actionnaires Ok. qui est imposé par celui qui rentre. Parce que si tu n'acceptes pas son pacte d'actionnaires, il ne rentre pas. Et du coup, tu dois Oui. demander aux autres. Ouais, tu dois Il le faut faire que tout le monde signer, le ouais. vote. Ok. Donc, il doit y avoir une acceptation du pacte. Et en général, ça dépend du montant et ça dépend de ta détresse financière, on va dire. Ok, bien sûr. Plus tu es en galère et plus ils vont serrer. Et donc, ouais, ça fait peur parce qu'en fait, il y a un nouvel acteur, donc c'est quelqu'un de nouveau que tu dois donner des comptes. Après, ça dépend du pacte. D'office, des gens comme Jean-Pierre, je vais échanger avec lui par WhatsApp, on va s'appeler et tout, c'est beaucoup plus facile. Tiens, j'ai ça comme idée, il va prendre l'appel. Un VC, c'est quoi ta prévision et c'est quoi ton chiffre? Et puis si tu dévis, bah là, Ouais. Ok. Ça a l'air beaucoup plus scolaire que. ouais, c'est ça, bah, c'est des structures quoi. Ouais. C'est des groupes, c'est des gens qui ont plein d'argent, donc C'est moins humain. c'est moins humain, ouais. Ça paraît, en Mais tout par cas. contre, d'un autre côté, C'est quand deux t'as- leviers différents, quoi, en quand tu as fait. un VC dans ton capital, ça donne la crédibilité pour aller chercher des autres marchés. Ok. Donc, ouais. Donc voilà, c'est à double tranchant. Il n'y a pas de réalité de... c'est Des bien, avantages, pas bien. des inconvénients, quoi, un peu. Ouais, ça dépend de ta maturité, ouais. Et du coup, sans transition, par rapport à qui veut être mon associé, Oui, du coup, la différence entre des levées de fonds que tu as pu faire classiques, on va dire, et une levée de fonds sur qui va être mon associé où tu as les caméras, c'est filmé, tu as des gens devant toi. Comment tu prépares quelque chose comme ça et un passage où ben, maintenant on sait avec les chiffres qu'on a, qu'ils ont, que le passage ben, il peut impacter totalement la vie de ton entreprise pour toujours. Comment tu prépares ça? Est-ce que c'est stressant? Enfin, toutes ces choses-là. Ouais. Qui va être mon associé, c'est pas vraiment un exercice de levée de fonds. Mhm. C'est plutôt un exercice médiatique. Oui. Et le cadre, il n'est pas vraiment dans le fait de montrer le côté de l'entrepreneuriat pour montrer à l'audience comment c'est être entrepreneur. C'est divertir des gens qui sont assis dans un canapé et qui regardent la télé. Ouais. Oui. Ça, c'est le but. Et donc, comme Jeanne disait tout à l'heure, elle est dans le board de ta société et tu galères parce que tu es une femme. Et quand vous regardez l'émission qui va être mon associé, c'est une répartition équilibrée entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre... oui, les ethnies sociales aussi. oui, toutes ces aussi, choses-là, bien voilà. sûr. Et donc ça, en fait, ça donne une indication que l'émission, elle est faite pour divertir et donner espoir que l'entrepreneuriat est accessible à tous et fait par tous. Donc quand on connaît ça, derrière, on va avoir une approche qui répond aux standards d'émission pour avoir une chance de passer. Et donc après, on va construire un pitch pour s'adresser pas aux investisseurs, mais aux gens qui regardent la télé. Ok. Parce que derrière, on fait un placement de produit. C'est un peu comme une pub déguisée au final. Bien sûr. C'est un peu comme quand on regarde un film avec le gars avec sa BMW. Bah derrière, tu as envie d'acheter la même. Ouais. Et ben là, l'idée, c'est de pitcher son produit devant des gens qui regardent une émission d'entrepreneurs, sachant qu'ils sont en train de se faire vendre un produit. Donc c'est un peu ça. Et après, le problème de cette émission, c'est que l'argent, à un moment, il finit par pervertir les gens. Et du coup, c'est des investisseurs, donc le jury qui ont la visibilité, et le candidat qui est généralement seul ou à 2 ou 3, qui affrontent des gens qui connaissent la maison, quoi, les enjeux. Et du coup, bah voilà, plus que la levée de fonds, il va y avoir le divertissement, et parfois ils vont poser des questions ou mettre en difficulté le candidat. Pas qu'ils sont méchants, c'est juste parce qu'ils doivent divertir les gens qui regardent. Et donc ça, il faut avoir une présence d'esprit pour avoir de la retenue et pas de les taper, par exemple. Oui, typiquement, oui, ok. Voilà, donc non, mais c'est pas du tout le même exercice parce que j'ai fait des réunions avec des business angels,
où on était en face-to-face, ça a duré 3-4 heures. On a regardé le business plan, on est allé regarder dans les modèles. Que là, c'est pourquoi tu as fondé Transition, c'est le côté écologique ou l'opportunité économique. Puis tu donnes ta réponse et c'est quoi ton pourcentage de détention de la boîte. Il n'y a pas forcément d'idée. Et c'est un peu comme on essaye d'aborder ce sujet. Bon, on n'a pas réussi à le coincer. Ah, là, il y a une petite difficulté, on va s'engouffrer et ensuite on va creuser. Donc si je synthétise un petit peu, c'est quand même, il y a une histoire un peu d'audimat derrière tout ça, un petit peu de buzz aussi qu'on peut faire en mettant un peu en difficulté. Pas que ce soit le but, mais est-ce qu'en mettant en difficulté, ça crée pas un peu une tension et ça apporte une vraie plus-value? Autant oui, ça fait une vraie publicité, ça peut permettre de lever des fonds, mais du coup, le message initial, peut-être que c'est pas celui qu'on laisse entendre, quoi, c'est ça? Le message initial, c'est de mettre la lumière dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que l'émission existe. Après, il y a les travers de la télé qui est de divertir. Ouais. Donc, l'émission, c'est l'entrepreneuriat en prime time. Ça, on ne peut pas le retirer. Après, oui, il faut divertir. Et donc, on va divertir soit en mettant de l'émotion. Elle est à la limite de la faillite. On regardait les gentils investisseurs lui tendre la main. Hop, ça a relancé. Puis, l'année d'après, que sont-ils devenus? Ah, ben voilà, grâce à telle et telle personne, regardez, mon business est florissant. Donc, ça d'office, il faut de l'émotion, la télé fonctionne comme ça, donc ça fait partie des choses. Mais il y a le côté qui est pervers parfois, parce que nous, en tant que candidats, on n'est pas des gens médiatiques, on ne connaît pas ces codes-là. Et puis après, on va avoir, par exemple, des plans de coupe sur des questions qui ne correspondent pas aux questions qu'on a posées au niveau du montage. Et du coup, ça va changer la nature de l'échange. Par exemple... 1h30, 15 minutes, de toute façon... D'office, on est obligé de couper, mais ça va être parfois monté dans un sens que derrière, c'est orienté, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai vu une candidate, elle est passée en même temps que moi pendant l'émission. Il y avait le business coach qui était avec elle, qui l'aidait, qui lui donnait de la guidance. Et le montage à la télé, je l'ai vu, j'ai pas vu la même personne. À la télé, c'était quelqu'un qui était super sûr d'elle et tout, le torse bombé, je suis trop là, une bête et tout. Et elle s'est fait défoncer. Et ils lui ont dit, faut arrêter l'entrepreneuriat tout de suite. Là, vous sortez, vous mettez en liquidation. C'était un peu ça qu'ils lui ont dit. Et je l'ai vue, elle, avant de passer. Elle avait le business coach qui l'a coachée parce qu'elle était en train de trembler et tout. Elle n'était pas du tout sûre d'elle. Et donc, parfois, au niveau du montage et tout, ça donne vraiment un rendu totalement différent. Ouais. Et donc ça, pour les entrepreneurs qui veulent être mon associé, il faut être conscient de ça parce que ça peut être un projecteur. En fait, c'est un accélérateur qui va être mon associé. Soit c'est un accélérateur vers le succès, soit vers la faillite, quoi. Il t'a servi ou pas, du coup, toi? Oui, moi, ça m'a servi. Ça t'a servi. Après, bien sûr, si j'avais eu l'agrément à l'époque, derrière, aujourd'hui, j'aurais passé le million de chiffre d'affaires facilement avec qui va être mon associé. Oui. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait des collectes de promesses d'investissement et ensuite on a caractérisé les gens. Et donc comme on n'avait pas l'agrément, donc on a mis entre parenthèses le marché français. D'accord. Et donc oui, ça m'a servi incroyable. Puis après ça ouvre les portes médiatiques. Après c'est à toi de savoir rebondir là-dessus. Parce que... Et je trouve qu'il y a de plus en plus de candidats aussi. Plus je regarde, qui ont compris un peu comment ça se passait et qui t'as l'impression qu'ils c'est des marketeurs. Ouais, c'est ça. Ils sont devenus presque acteurs un peu. Mais ils sont bons. Il y en a, je trouve incroyablement bons. Quand tu les vois passer, tu te dis, c'est des pitchers. Ça se voit, quoi, quand même. C'est des vendeurs. Ça se voit un peu. Et ça dénature un peu. Je trouve que les premières saisons, justement, c'était très authentique, très naturel. Et là, on a l'impression que des deux côtés, en fait, c'est un peu les entrepreneurs qui ont compris comment ça fonctionnait, donc qui sont un peu acteurs. Les investisseurs aussi commencent à avoir l'habitude, donc ça devient un peu... ça apporte une vraie plus-value aussi aux acteurs qui sont les investisseurs. Ça leur apporte une vraie plus-value aussi, je veux dire, d'avoir ce rôle-là quand même, ça les assoit dans une position de leader, c'est certainement ce qu'ils sont déjà de base, mais je veux dire, ça les assoit vraiment dans une très belle position aussi. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Est-ce que entre, par exemple, typiquement ce qu'on a vu de ton passage qui va être mon associé, c'est quoi les coulisses derrière? Est-ce que les projets vont vraiment au bout? Est-ce qu'il y a aussi tout ce côté un peu on vous aide devant la télé et en fait derrière, comment ça se passe? Oui, alors au niveau des stats, parce qu'on a un groupe WhatsApp, toute la saison 4, je suis passé en 2024, on se suit et puis donc au niveau des projets qui ont un deal en plateau,
il y en a moins de la moitié qui aboutissent à un vrai deal. Ah ouais. Et parce Ouais. qu'après, il y a l'enquête, etc. Sur, Alors, c'est ce qu'on appelle les L'audit. due diligence. Ok. Donc, en gros, c'est de s'assurer que le modèle... Parce que de dire devant une caméra, je fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas la Oui. même chose que si c'est le bilan comptable qui le dit. Mm. Donc, il y a ce travail de due diligence qui est fait. Donc, il y a une partie qui est recalée pour ça. Après, il y a aussi les investisseurs qui disent ouais, moi je mets et tout, et finalement, ils le font pas. Ah ouais. Ils n'ont pas d'obligation. Non. Enfin, oui et C'est non. une obligation Il y a- morale, il y a on va dire. l'obligation S'ils sortent morale. pas l'argent, bon. Il y a l'obligation morale, mais tout le monde n'a pas d'obligation morale. La morale est propre à chacun. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Donc il y a les deux raisons. Il y en a qui font pas le deal parce qu'ils n'ont pas les due diligence et donc finalement ils se retirent. Et il y en a qui font pas le deal parce que l'investisseur ne souhaite pas aller au bout. D'accord. Ok. Sans raison. Change d'avis, Sans ouais. raison Ah, il apparente. pourrait ne pas avoir de raison particulière, c'est-à-dire qu'il le dit, mais il n'est pas obligé d'aller au bout. Il n'est quoi. pas obligé d'aller au bout. Ok. Et de la même façon, il y a des entrepreneurs qui passent et qui voient, suite à leur passage, une augmentation des ventes et ils s'imaginent que c'est la nouvelle routine et ils vont annuler leur deal aussi. Donc on a aussi des entrepreneurs qui vont dire « Je t'ai dit oui, tu m'as donné la crédibilité devant la télé en me validant mon modèle, en faisant une propale, et maintenant je te dis non, en off. » Alors, Donc du ça culot. va aussi dans ce cas-là. Donc ça, c'est des entreprises qui passent quand même, parce que c'est tourné à quel moment et c'est retransmis à quel moment? Parce qu'il y a quand même une étape de production, c'est pas du direct. C'est tourné en septembre, octobre et c'est diffusé en février, mars. Ouais, là, Ah là oui, en c'est ce quand même moment, court. quoi. Ouais, ça, Mais c'est du cool. coup, le travail de due diligence, ça dure minimum 6 mois. Puis après, il faut... Enfin, dans certains cas, ça peut aller super vite. Quand on a déjà levé, par exemple, si aujourd'hui on me demandait de faire une levée de fonds, je pourrais peut-être le faire en 1 mois. J'ai tous les bilans comptables, j'ai Oui. les BP, T'as tout qui est prêt pour. quoi. j'ai tout qui est prêt pour. Mais globalement, ça prend 6 mois à 9 mois. Et donc, septembre, donc ça te laisse le temps de passer à l'émission. Et après, c'est libre à toi et ta morale, parce que c'est aussi la morale de l'entrepreneur, d'annuler un deal qui s'est fait. Donc ça, c'est un peu les coulisses. Après, il y a aussi la guéguerre entre les chaînes. Donc il y a des chaînes qui essayent de tirer les verres du nez des anciens candidats pour faire des reportages ou quoi contre... Ah ouais. Et donc après, c'est libre à chacun de... Accepter C'est ou aussi non. sa d'accepter morale ou pas. aussi, enfin c'est la morale de C'est ça. chacun aussi. Donc peut-être. ouais, l'envers du décor, il n'est pas super lisse, ça dépend des gens. Et après, derrière, il va y avoir ce qu'ils appellent qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mm. Et donc là, ils vont venir tourner dans les entreprises 1 an après, 2 ans après, et montrer les entrepreneurs. Et donc ça vient montrer un peu aussi l'envers du décor. Ce qui s'est passé après, les succès, les échecs. Et justement, par rapport à ça, sans transition non plus, parce que tu nous la donnes, la transition, c'est le contenu finalement. Ouais. Comment? Bah, ça crée beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu via du coup leur passage à Qui veut être mon associé, etc. Est-ce que toi, tu as su surfer sur ça? Et comment tu as su rediriger? En plus, comme tu pouvais pas vendre sur le marché français, tu as un peu expliqué, mais comment tu fais pour gérer une exposition aussi forte d'un coup qui te médiatise tellement fort que tu dois pas louper l'opportunité? Alors déjà, tu cèdes tes droits d'image. Donc, t'as pas le droit sur ton image. Ouais. Comment ça? Ah ok. T'as un contrat et dans le contrat, il y a écrit ce que tu peux faire et ce que tu peux faire, tu ne peux pas faire de ton passage. Donc, globalement, t'as pas le droit de l'utiliser pour marketer quelque chose. Ok. Et puis, si tu le fais, tu as une mise en demeure et tu peux avoir un procès, etc. Tu n'as pas le droit de marketer quelque chose, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Donc, Tu peux t'as pas pas- utiliser la vidéo de ton passage, si je comprends bien, C'est ça. pour Promouvoir vendre quelque ton chose. produit. Donc tu ne peux pas mettre en avant sur ton Insta ou quoi que ce soit ton passage. Si, mais pas pour, Pas pour le produit, pas pour vendre le produit. pas pour vendre le produit. Puisque c'est une émission qui Mais vient... j'ai pas compris. Tu vends ton produit dans l'émission. Non. T'es dans, Non, tu la t'es dans défends. l'émission pour lever des fonds, pour montrer que ton business model Non, a mais besoin de c'est- faire mais une c'est croissance. hallucinant, mais c'est totalement détourné. Enfin, je veux dire, le mec qui fait ses crèmes, ses dentifrices ou ses brosses à dents, Mais oui, mais du coup, que je il trouve a... incroyable. Mais enfin, je suis parti regarder sur internet, j'ai acheté une brosse à dents et ça y est, je suis parti. Enfin, pareil pour les mecs qui font le truc, les Safran. gommes au safran, qui est incroyable. J'ai acheté une boîte aussi. Enfin, mais du coup, t'achètes. C'est Mais faut pas c'est me sur dire le, que c'est pas pour. sur le moment même, oui, et eux, ils peuvent pas utiliser ces passages pour marketer. Enfin, ils peuvent, mais après, il y a une mise en demeure et ils peuvent avoir des problèmes. Ah oui, mais tu peux remercier, c'est-à-dire que tu peux faire une publicité en disant on est passé dans C'est ça. Qui veut être mon associé, Oui, une publicité. sans mettre de lien de paiement peu quoi plus pour acheter déguisé. son Bien produit. sûr, bien sûr. Ok. Tu peux dire, voilà, on a été vu sur M6, puis tu peux avoir ce qu'on appelle un pressbook
où tu vas mettre la liste des médias sur lesquels tu es passé, et puis tu peux mettre des liens vers... et puis bien sûr, sur ton site, tu peux mettre Oui, voilà. vu sur M6, ça va te créer de la notoriété, mais tu peux pas, par exemple, prendre une séquence de ton passage où tu pitches ton produit avec les bienfaits de ton produit, avec les investisseurs qui claquent dans les mains, qui disent trop bien, puis tu mets un budget, je sais pas, à 50, 100 balles par jour. Bah là, ça, non, tu peux pas. D'accord. Ok. Parce que moi, j'étais déjà là-dedans. Quoi. Je me disais, le mec. Si, tu peux. Mais après, tu vas vas te faire, tu vas avoir un problème. Bon, après, à voir combien coûte le procès, le coût de la C'est balance, ça. on regarde. Et puis... non, ok. Donc moi, ça, je l'ai pas fait. Ok. J'ai une morale, du coup, je reste dans les règles. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai pas du tout marketé. J'ai bien sûr utilisé les images pour la notoriété. Bien sûr. Beaucoup sur Transition pour gagner en followers. Parce que du coup, quand tu as une prestation comme Transition, ta crédibilité, elle est aussi par rapport à qui te suit. Et donc, nous, grâce à ça, on est passé en micro-influenceur. Et en étant micro-influenceur, ça nous permet d'aller chercher des entreprises comme Orange, la téléphonie, ou des grands pollueurs en leur disant, bah, regardez, tous ceux qui nous surveillent, tous ceux qui nous suivent. Donc, si vous faites du business avec nous, vous allez bénéficier de cette visibilité. Et donc, après, grâce à cette émission, en fait, c'est de l'indirect pour moi. Je ne l'ai pas marketé directement, mais j'ai préparé le marché. Parce que du coup, grâce à ça, ça m'a permis de développer la Belgique et la Suisse, où on a l'essence de nos revenus. Et puis, ça nous permet aussi de préparer le marché. Parce que j'ai une relation presse qui nous a accompagnés. Et on a le journal de 20h sur TF1 qui est intéressé par notre modèle. On a plein de médias. Parce que du coup, finalement, dans le contenu, est-ce que tu as pris une agence de pub ou une agence de communication pour t'aider à la création de contenu sur Transition ensuite ou non, pas du tout? Enfin, je veux dire, tu as continué de faire ça un peu comme tu avais l'habitude de faire toi seul ou non, tu t'es fait accompagner par Non, rapport tu es à ça? obligé de te faire accompagner, sinon tu exploses en plein vol. Ok. Il y a beaucoup d'ex-candidats qui veulent être mon associé qui partent en burn-out ou quoi par rapport à la surcharge de travail. C'est un peu comme vivre 2 ou 3 ans de développement économique en 6 mois. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, bien sûr, de savoir le gérer. ouais, Donc c'est il sûr. faut savoir le gérer, ça fait de la pression. Et moi, j'ai eu même des employés qui n'ont pas réussi à encaisser la pression. Donc tu es obligé de te faire accompagner, sinon tu exploses en plein vol. T'es obligé. Parce T'es que obligé. là où je vois que Jeanne, vous faites de la création de contenu aussi, c'est d'ailleurs même l'essentiel de votre business. Enfin, vous créez du contenu en book, mais aussi sur les réseaux sociaux, Ouais. notamment sur LinkedIn et même Insta où vous créez du contenu. Et c'est vrai que la création de contenu est essentielle par rapport à une entreprise aujourd'hui aussi, quoi. Et donc, quand on profite d'une visibilité comme celle d'M6, etc., est-ce qu'il n'y a pas des tips, en fait, pour profiter un peu plus dans la création de contenu? Je ne sais pas ce que tu as mis en place, toi, tout de suite après. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Bah, j'ai pris une relation presse parce que derrière, tu as tous les médias qui veulent communiquer sur toi. Après, le problème des médias et des journalistes, je ne sais pas si tu as pu le voir, le micro est ouvert. Donc, en fait, tu dis des choses comme entre nous où il n'y a personne qui nous écoute et ça peut être diffusé. Et ça peut être diffusé à ton encontre. Et du coup, le fait d'avoir une relation presse, ça peut dire il y a tel média qui a tel axe et globalement, il ne supporte pas le type de concept que tu es en train de mettre en place. Donc, si jamais ils te donnent une interview, ils vont essayer d'avoir un axe qui peut être néfaste pour ton modèle. D'accord. Donc, on te conseille de ne pas y aller. Puis, ce journaliste-là, il a eu des articles qui ont été très bien reçus, donc tu peux y aller. Et puis, dans une relation presse, ils vont te dire prépare ça comme ça. Ils vont te préparer, ils vont dire quel est le média, quelle est son audience. Et donc, ils vont préparer tout ce travail-là. Ok. Et ensuite, eux, ils vont t'aider à rayonner aussi. Parce qu'il faut que tu aies une stratégie. Tu peux pas Oui, bien sûr. passer sur M6, puis, je sais pas, sur Touche pas à mon poste. Puis derrière, il faut qu'il y ait une continuité éditoriale. C'est fini, de toute façon, touche pas. Et ensuite, après, on a une société qui nous a aidé à mettre en place notre site internet, le marketing, pour justement gérer les situations de crise. Donc, d'avoir des stratégies mises en... Parce que quand tu passes dans une émission comme Qui veut être mon associé, les gens qui regardent l'émission, ils ont l'impression que tu es une entreprise qui existe depuis très longtemps, que tu as un service client incroyable, que tu es capable d'encaisser. Et il y a des couacs. Parce que tes processus, ils viennent d'une start-up, donc parfois ton processus, il n'est pas bien ficelé. Et donc, tu vas avoir un problème dans ta commande, puis la commande, elle n'est pas arrivée. Puis, il faut pouvoir gérer ce genre de situation. Et une relation presse ou marketing, elle va t'aider là-dessus.
Et ça, c'est un truc que je conseille de le faire au moins les 6 mois qui suivent, parce qu'on est focalisé sur le développement de notre business. Et puis tout ce qui est com et tout, c'est des choses qui sont annexes. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on les a plus tout ça, parce qu'on C'est un arrive à métier, encaisser. hein. La création C'est- de contenu, c'est faire ça. du contenu, c'est un vrai métier. Mais je rebondis aussi là-dessus. Moi, je vois par exemple typiquement Jeanne, où on a un gros focus sur elle dans sa communication. On voit beaucoup Jeanne en avant, qui met en avant EasyWeb, mais qui parle en tant qu'entrepreneuse, Jeanne, en son nom. Toi, dans ta communication, t'as pas forcément une communication personnelle, tu as vraiment une communication entreprise. Enfin, on voit que le Insta de ta boîte, donc Transition, est lui mis en avant. Mais pour autant, toi, ton image personnelle, moins. Et c'est un choix volontaire, parce que Ouais. finalement, tu passes à la télé, c'est toi qu'on voit, c'est l'image enfin, l'image que représente l'entreprise, c'est Daniel, l'image que représente l'entreprise EasyWeb, c'est Jeanne. Pourquoi tu marketes pas ton image personnelle? C'est Est-ce une que bonne c'est un question. choix? Enfin, C'est une bonne question. C'était volontaire. D'accord. Donc, je fais de l'entrepreneuriat pas pour ma personne, mais pour des modèles. Et donc, les modèles que j'ai mis en place, ils ont tous cartonné avant que ce soit ma propre personne. Donc, quand j'ai créé Transition, c'était pas pour devenir une personne avec de la notoriété. Et donc, c'est pour ça que volontairement, je me suis mis en retrait. Après, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que Daniel Dos Santos, c'est le premier pourvoyeur de clics sur notre site internet. Daniel Dos Santos, Transition, des trucs comme ça. Donc, ça ramène. Et c'est pour ça que je crée quand même du contenu. Et j'ai commencé à me faire accompagner par des coachs en communication à partir de juillet-août. Et D'accord. donc là, j'ai commencé à recentrer et à faire plus de contenu Ouais. et à communiquer plus. Parce que c'est vrai que Jeanne, je la suis beaucoup et je vois l'impact qu'elle a. Et donc, et quand on regarde une start-up, il y a le modèle et le porteur du projet. Et donc ici, Transition, il ne faut pas oublier que c'est transformer un arbre en produit financier sur une terre agricole. C'était quelque chose qui était vraiment innovant. Donc j'ai d'abord mis tous les efforts pour que le modèle y soit établi. Mhm. Et là, maintenant, je suis en train de mettre les efforts pour que ce soit le porteur de projet qui va avec le modèle. Donc c'est vraiment une stratégie de com et D'accord. c'est pour ça qu'il y a eu un déplacement à partir de juillet-août. D'accord. Et ça a dérangé notamment des gens dans ma propre structure. D'accord. Le personal branding, quoi, n'était pas l'essentiel. C'est Maintenant, ça. il revient peut-être un petit peu Mais ça a posé des sujet, problèmes ouais. aussi dans la structure. d'ego. Oui, parce que du coup, en fait, quand tu développes l'image de ta société, ça crée de la visibilité pour ton modèle. Et puis après, les collaborateurs, ils peuvent penser que tu es en train de dévier cette notoriété pour ta propre personne. Ok. Et du coup, tout le monde ne connaît pas, ne comprend pas la communication au sens large. Du coup, il faut faire de l'éducation. Et donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisé et il faut aller de l'un à l'autre, quoi. Parce qu'au même titre qu'Arthur, toi, tu fais beaucoup de création de contenu. Ouais. Le contenu pour ma boîte, c'est le contenu pour moi et c'est hyper corrélé. Et je l'utilise du coup pour faire mon aspect commercial aussi et pour trouver mes clients, etc. C'est les deux, c'est une fusion des deux, quoi. Mhm. Je communique pas beaucoup avec l'entreprise, mais je communique beaucoup sur moi et c'est ça qui me permet de vendre. Toi, J'ai un peut-être peu la c'est même plus comme stratégie ça. aussi, ouais. Moi, c'est vrai que je voyais beaucoup le côté sur LinkedIn quand je voyais une société qui publiait, j'allais pas forcément lire. Mais Oui. peut-être parce que j'ai besoin d'un côté humain, j'ai besoin de retrouver justement. Et donc, je pense que ça a aussi guidé cette stratégie qu'on a aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, moi, je suis une femme dans le secteur de la finance, donc ce qui est assez rare. Et entrepreneuse en plus, qui est également assez rare. Donc je pense que ça combine, ça fait une recette assez sympa. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, j'attache moins d'importance à la communication d'une entreprise que du chef d'entreprise en lui-même et d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait. Sa vision. Sa vision, ça m'accroche, Donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé comme ça et qu'on communique pas non plus énormément sur la partie entreprise. On a beaucoup lié les deux aussi, quoi. Mais Ok. c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris au travers d'Arthur par rapport à ça et de voir son image et comment, enfin, et justement, c'est même lui qui me l'a vachement expliqué, c'est finalement son image qui vend, son expertise en tant que pro du marketing. Non, mais si, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais il a une expertise qui est assez incroyable. Et quand tu vas appeler les clients aujourd'hui en prospection et leur dire, bon, bah, voilà l'analyse qu'Arthur a fait par rapport à votre site, il y a une vraie plus-value. Tu vas dire Fire, l'agence. Personne va rebondir forcément dessus. Oui, elle va Non. être connue, mais là, tu vois, par exemple, fait, quand on va dire Daniel Dos Santos,
il y aura moins de rebonds que si tu dis transition. C'est marrant, tu vois, alors que... En fait, ça dépend de ton secteur d'activité aussi. oui, c'est vrai. Parce que La taille de l'entreprise aussi, je pense. En fait, quand tu es dans du marketing, des entreprises qui proposent un service de marketing, il y en a une chier. C'est ça. Et du coup, dans le marketing, ce qui est valorisant, c'est la l'humain. personne Ouais, qui c'est vrai. porte l'entreprise. C'est vrai. Donc en fait, toi, tu as totalement raison de faire ça. Ici, dans le cadre de transition, il faut comprendre que c'est un concept qui n'existe pas. Oui. Donc c'est un peu comme la personne qui a inventé la valise à roulettes. Donc avant qu'il puisse avoir de la notoriété, il faut qu'on soit sûr que la valise à roulettes, elle fonctionne bien. Et c'était un peu ça la stratégie que j'ai eue. C'est Ouais. le fondateur, il viendra après. Ouais, je C'est comprends. regarder le modèle, il est solide parce que tel média en a parlé. Et puis c'est comme ça qu'il faut vraiment regarder le Après, truc. c'est vrai que c'est un vrai parti pris parce que tu le fais comme ça. Peut-être que tu aurais pu le faire autrement, ça aurait pu marcher. Là, tu as préféré le faire comme ça et ça marche très bien comme ça aussi pour Ça le coup. marche. Justement, tu vois, tout à l'heure, tu disais que potentiellement, tu as eu un peu de détracteurs, des haters, etc. Est-ce que tu penses que peut-être, si on t'avait vu, ça aurait donné plus confiance à tes futurs clients, si tu avais... Enfin voilà, c'est une question. Si j'avais communiqué plus. Ouais, si toi, en nom propre, est-ce que tu penses que ça aurait donné un peu plus de crédibilité ou que ça aurait plus de confiance Possiblement, je sais pas. Ici, l'idée, c'était d'avoir de la croissance, de passer les étapes de certification. Et finalement, j'aurais pas pu vendre plus et avoir plus de clients parce qu'on a déjà atteint le chiffre d'affaires max qu'on aurait pu avec les arbres qu'on avait à disposition. Donc, au niveau de la stratégie, je pense que ça nous a permis d'avoir la croissance qu'il fallait. Et puis, justement, là, maintenant, en 2025, la stratégie a changé puisque maintenant le modèle est établi. Et donc là, l'idée, c'est de mettre plus en avant, donc avec notamment tous les médias là, qui commencent à frapper à la porte, pour travailler sur ce côté personal branding et justement accélérer tout ça. Ouais. Mais tu avais raison, tu avais un produit qui n'existait pas du tout, je pense qu'il demandait d'avoir une certaine confiance. Donc c'est vrai que la stratégie, elle est plutôt intéressante sur le fait de crédibiliser d'abord ton innovation, ton produit. C'est certainement bien plus important que... Tu étais assez visionnaire finalement dans tout ça. Enfin, tu avais une vision projetée par rapport à tout ça, quoi. Et après, c'est plus facile pour moi de mettre en avant mes collaborateurs ou le modèle que moi-même. Je viens d'un milieu ouvrier, j'ai pas des parents entrepreneurs, du coup, c'est jamais facile de se mettre en avant et de communiquer sur soi. Donc, c'était aussi un peu de la pudeur de pouvoir le faire au travers un modèle. Et après, dans ma stratégie, même par rapport à moi, pour me réconforter, de passer dans des concours, de gagner ces prix, ça permet de valider mon modèle et mon approche, ma personne. Du coup, c'est un peu comme ça. Et puis là, maintenant qu'il y a les gros éléments avec l'AMF, l'Adréal et tout, aujourd'hui, on ne peut plus me challenger. Donc là, c'est bon, je veux bien. Donc, si je synthétise aussi ça un petit peu, il y a une forme de confiance en soi. Enfin, finalement, tu peux être hyper confiant dans ton business, mais finalement, la confiance en soi aussi, de se mettre un peu en face cam ou de parler de soi ou de se prendre en photo. Moi, je sais que sur LinkedIn, etc., encore une fois, je vais reprendre Arthur, mais il faudrait voir son contenu. Il va mettre sa tête et puis il va parler. Parce que moi, je trouve ça 10 fois plus dur que de faire un podcast là où on va échanger, parler. Je me dis, mais attends, t'es tout seul. Moi, je la reprendrais 50 fois, le truc, quoi. En me disant, attends, là, j'ai pas été bon, j'ai pas fait un beau sourire, j'ai regardé bizarrement. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, finalement, il y a une certaine pudeur, mais il y a une confiance en soi aussi qui est peut-être profonde et qui est complexe à mettre en place dans la création de contenu en branding personnel, quoi. Ouais, c'est ça. D'aller où la limite de ce que tu dis, qu'est-ce que tu donnes de toi, jusqu'où. C'est vrai que c'est pas hyper simple tous les jours. Et puis, voilà, les réseaux sociaux, ça reste quand même la place publique où tu te fais défoncer en 2 secondes et demie. Voilà. Donc, c'est sûr que... Et puis, il faut que ça serve à ton business quand même. Enfin, faut pas oublier l'essentiel, c'est que c'est ton business. On l'oublie pas, ça. C'est ça. Ok. Mais du coup, on a un peu effleuré le reste du podcast qui est sur la vision. Toi, du coup, tu as dit que tu avais des parents ouvriers, etc. Donc, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et toi, tu étais en salariat. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? Pourquoi vous avez fait ça? Moi, j'ai une petite théorie sur ça, mais pourquoi vous avez fait ça, du coup, l'entrepreneuriat en lui-même? Pas forcément le projet, mais plus l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai toujours su. Je crois que j'avais 16-17 ans.
Je savais déjà que je voulais entreprendre. Alors moi, j'ai un papa entrepreneur, Ok. donc j'étais déjà un petit peu baignée dedans. Merci. Ouais, bercé, exactement. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. J'ai des images de lui où je le vois au téléphone en rendez-vous commercial. Il était trop bon. Je me disais, mais waouh, je veux faire pareil. Donc j'avais déjà cette admiration un petit peu. Et je sais pas, j'ai toujours su au fond de moi que j'ai toujours cultivé un peu la différence. Moi, j'aime pas rentrer dans des cases, j'aime pas être comme tout le monde. Donc déjà, forcément, ça participait un peu à cette volonté. Ok. Et puis, j'ai quand même commencé par le salariat parce que je voulais pas entreprendre pour entreprendre. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui avait du sens, dans lequel je me sens légitime et compétente aussi. Mais c'est vrai que dès le début du salariat, je savais que j'étais pas à ma place. En fait, pour moi, avoir une vie rythmée de 9h à 17h tous les jours au même endroit, faire la même chose, Métro, boulot, dodo, quoi. pas du tout pour moi, quoi. Vraiment, même ça me faisait peur. Le week-end, je me demandais presque pourquoi j'ai rien à faire, quoi. J'avais envie de faire des trucs, j'avais envie. Voilà, je réfléchissais tout le temps à plein de trucs. Donc, je culpabilisais presque de rien faire le week-end, Ok. pour vous dire. Donc, enfin, moi, j'ai toujours adoré travailler. Je sais pas, j'ai toujours eu ce truc. Et c'était vraiment évident pour Pas moi. d'heures sup, quoi. Non, alors quand j'étais à la banque, non, je faisais même des heures moins. Jamais trop à l'heure. Puis c'est ça, je suis quelqu'un, je suis pas à l'heure le matin, je suis pas quelqu'un du matin, j'avoue. Donc pour moi, être à 8h tous les matins au même endroit, c'est quasi impossible. Donc voilà, j'aime aussi ce côté où on peut travailler tard le soir, commencer tôt le matin. Cette flexibilité, en fait, de Ouais, l'entrepreneur. exactement. Enfin, ça me correspondait moi, en tout cas, dans ma façon d'être. Et puis, ce besoin de liberté, créativité, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'on puisse tout essayer, tout faire. C'est évidence, C'est j'aurais une dit. belle définition d'entrepreneur. Ouais. Et du Ouais, coup, de toi, mon côté. Daniel, J'ai quelques points communs par rapport à toi, par exemple. Le matin, j'aime pas du tout, je suis plutôt du soir. Et Ok. par rapport à la barrière aussi, quand tu es employé d'un employeur, donc tu dois rendre des comptes. Il y a ce côté de frustration aussi, parce que parfois tu peux être performant, mais ça va dépendre de ton N+1, de son bon vouloir de te promouvoir, qui lui-même est bloqué par son N+1. Donc tout ça, ça crée beaucoup de frustration que j'avais du mal à encaisser. Et après, une des raisons qui m'a le plus poussé, comme Jeanne, j'ai toujours été entrepreneur, parce que quand j'étais enfant, je voyais une structure, je me demandais comment elle était construite, pourquoi le gars il proposait ce service-là à ce prix-là. Je demandais à mes parents, mais vendre des crêpes à 6 balles, nous on peut faire notre petite cahute à côté, on les vend à 3 balles. Donc j'avais déjà ce côté entrepreneur que j'avais. Et après, il y a aussi le côté de la France qui intègre pas forcément bien les étrangers. Et donc comme je suis un fils de Portugais, donc j'étais voué à faire du bâtiment. du bâtiment ou du ménage. Oui. Bon, il s'avère que j'ai fait ces métiers-là en summer job et j'ai adoré. Ok. Donc peut-être parce que je suis portugais, c'est Dans les gènes. c'est dans les gènes. Ouais, à mon avis, il faut pas trop lutter contre sa nature. Prochain business, c'est dans le bâtiment. Ça marche très bien. Hein, Ouais, ça marche bien. Donc ouais, j'ai eu ce côté-là où on m'a mis dans des boîtes. On m'a dit, toi, tu ne pourras pas faire d'études, tu vas faire une filière pro dans le bâtiment. Et donc en fait, ça a mis un côté un peu rebelle en moi. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu le côté de la liberté, de dire, écoutez, le modèle que je veux, il n'existe pas, je vais le créer. C'est une revanche finalement par rapport un peu à, si on regarde ça comme ça, par rapport à la situation personnelle. C'est ça. L'enfant que tu étais finalement, issu de l'immigration comme tu dis, c'est une revanche pour toi de pouvoir être entrepreneur. C'est ça, de dire, voilà, vous voyez, vous m'avez mis dans une boîte. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire malgré ce que vous avez pensé. C'est marrant, tu dis pas une case, tu dis une boîte parce qu'elle est fermée du coup, cette boîte. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une boîte. Mais le problème de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui donnent du crédit à l'enseignement et tout, parce que c'est l'entité étatique, c'est la personne qui enseigne, donc s'il dit que, donc ça veut dire que c'est vrai. Ouais. Donc ça demande une sacrée force d'esprit pour dire, écoute, non, c'est faux, et je vais vous prouver que vous avez tort. C'est vrai, ce que tu Et puis l'apprentissage, quand on parle de l'école aussi, c'est important, mais le réel apprentissage en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est l'école de la vie. Enfin, je pense que tu as dû le vivre là maintenant entre le salariat et là, ou même toi par rapport à nous personnellement aussi, sur nos entreprises. Mais t'apprends 10 fois plus vite en te cassant la gueule en te cassant la figure, pardon, que
que finalement, en apprenant sur un bouquin, fais comme ci, fais comme ça, quoi. Clairement. Moi, on me dit souvent, Daniel, ce serait bien que tu puisses ralentir, que tu puisses profiter de la vie et tout. Oui. Mais je trouve que les gens qui disent ça, ils comprennent pas notre métier, parce que moi, je kiffe. Oui, mais Bien sûr, on prend des coups. Sur le moment, tu dis, putain, enfoiré. Putain, T'as je la suis en boule qui est galère, là t'as la aussi. boule. Ouais. Mais quand tu passes, ça a tellement un kiff sûr. surdimensionnel Oui. qu'en fait, c'est bien. Ce que je dis, Le c'est kiff des que ça te phases. procure, C'est ça. mais ce que tu as commencé par dire, 90%, 10%, C'est ça. et tant que les 10% ils fassent toujours les 90%, C'est ça. c'est qu'on est dans le bon, quoi. Ouais, et puis même s'il y a cette notion d'échec qui peut arriver derrière, en fait, on n'échoue jamais. Enfin, moi, je vois aujourd'hui le nombre de personnes que j'ai rencontrées, tout ce qu'on a pu faire. Maintenant, je suis compétente sur des domaines sur lesquels j'aurais jamais été compétente avant. En fait, pour moi, on a tout gagné déjà, avant même d'avoir fait exploser nos business. Franchement, on apprend tellement. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. Et même si demain, pour X ou Y raison, EasyWeb venait à échouer, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. D'accord, vraiment. revenir en arrière, c'est-à-dire. Je reviendrai pas dans le salariat. Ok, c'était la question qu'on allait se poser. Ah ouais. Si demain, voilà, il y avait une On pose cette question à tous les invités. Ouais. Ah ouais, C'est jamais de la vie. S'il y a un job qui Vraiment. coche tous vos critères, mais que ça reste un job salarié, du coup un peu plus de contraintes, moins de liberté, etc., est-ce que vous prenez ou pas? Non. Non, Ah, non. moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté le salariat. Non, je prends pas. Et je te dirais même que mon rêve, c'est d'ici 10 ans, 15 ans, pouvoir donner cet espoir aux jeunes aussi, parce que j'ai l'impression qu'on arrive dans des générations qui sont beaucoup plus ouvertes d'esprit sur tout ce qui est entrepreneuriat, freelance, qui rentrent peut-être moins dans ces cases justement de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et franchement, ça fait partie de mes rêves de pouvoir me dire, allez-y, en fait, foncez, parce que on a tellement à apprendre. Il n'y a pas d'échec. Mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de cases, mais la case entrepreneur, c'est comme si c'était une case, sauf que je suis pas d'accord. Finalement, c'est des milliers de cases, en fait, la case entrepreneur, parce qu'il y en a plein différentes. Et ce qu'on nous apprend aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, enfin, du moins sur les cases qu'on connaît, c'est des cases qu'on nous apprend d'hier, en fait. Et le renouveau de demain, je pense qu'il se construit maintenant, parce que les entrepreneurs, c'est vraiment tellement de cases différentes et il y a tellement de types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, les freelances, qui veulent travailler pour d'autres entrepreneurs, mais qui veulent être libres de gérer. Il y a ceux qui veulent construire, fabriquer. Il y a ceux qui veulent se développer. Enfin, et finalement, je pense que c'est un écosystème, l'entrepreneuriat en lui-même, mais c'est juste aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est moi, je fais égal/liberté, quoi. Et ce que tout le monde cherche, au final, c'est une liberté pure et dure. Et passer par la liberté dans son travail, c'est aussi, comme on dit, les gens qui disent, mais prends ton temps, ou en fait, c'est mon temps, c'est mon kiff, c'est ma vie. Et c'est ma liberté, en fait, finalement, de travailler, c'est ma liberté, quoi. Ouais, et je pense que c'est ça l'essentiel aussi. Même si je galère aujourd'hui, où il y a des moments où ça échoue, c'est moi qui ai choisi, donc ça va. C'est ça. Après, attention sur cette liberté, parce qu'il ne faut pas y voir non plus je veux être libre, je veux entreprendre. Pour moi, c'est un raccourci qui est peut-être un peu rapide quand même. Alors, effectivement, on a beaucoup de liberté de choisir quand on veut travailler, quand on est flexible, etc. Mais il y a quand même beaucoup de contraintes, entre guillemets, c'est beaucoup de travail. Oui. Donc, voilà, faut pas se dire... je dis ça surtout pour les jeunes, parce que nous, on travaille beaucoup avec les étudiants. Et donc, c'est vrai qu'ils font des raccourcis aussi un peu rapides. Je vais pouvoir aller à Bali, je vais pouvoir... Alors, attention quand même, c'est pas non plus j'entreprends, je fais tout ce que je veux. Effectivement, la définition de liberté, ça aussi, il faudrait en parler, parce que c'est pas la liberté comme on l'entend. Hein. C'est ça. C'est être... je sais même pas comment... Liberté dans son travail. Liberté de choisir, en fait, d'avoir des actions et de développer son axe, quoi. Sa verticalité personnelle. C'est vraiment la liberté pure, parce que tu peux choisir de plus travailler ou pas. Selon tes objectifs, tu dois plus travailler, mais c'est toi qui as choisi tes objectifs. Donc c'est ça. Pour moi, ça fait partie vraiment de la liberté de pouvoir faire l'entrepreneuriat. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une belle phrase. Et du coup, on rebondit sur vous voulez faire pour toutes ces raisons d'entrepreneuriat. Et dans 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est quoi votre vision de votre projet ou d'autres choses qui seront à côté? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais déjà porter EasyWeb au plus haut et qu'on réussisse cette mission d'intégrer l'éducation financière à l'école, parce que ça reste quand même la mission de notre entreprise derrière tout ce qu'on peut faire. Après, moi, j'ai beaucoup cet esprit entrepreneurial du début de la start-up. C'est vrai que c'est pas forcément une ambition pour moi de mener EasyWeb jusqu'à 50, 60 salariés, en faire un truc énorme. Honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Comme on parlait de liberté, justement. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette phase de création où il y a tout à construire, tout à faire, tout à mettre en place, où il y a aucune barrière finalement.
et où tu es aussi au contact direct des gens avec qui tu travailles. Et c'est vrai que potentiellement, arriver à un stade où tu n'es plus que dans de l'opérationnel, en fait, dans la stratégie, tu n'es plus dans la création de tes propres produits, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins. Donc c'est vrai que dans l'idée, j'aimerais créer plusieurs entreprises et potentiellement à terme aider tous les jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient se lancer. Comme moi, on m'a aidé au début, comme je vous disais tout à l'heure, je reprends mes business plans. Moi, j'ai fait un petit musée. Et j'adore les re-regarder parce que je me dis, mais waouh, quoi, t'as convaincu avec ça. Franchement, c'est un truc de fou. J'aurais dû les ramener, je vous jure, ça vaut le détour. Mais en fait, ce que je retiens derrière ça, c'est qu'il y a des gens qui nous font confiance. Il y a des gens qui croient en toi, qui vont t'aider. Et je crois que c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de redonner derrière tout ça, c'est redonner cette chance qu'on m'a donnée aussi. Parce que je vous jure, faudrait que je vous les montre. Ces business plans, c'est pas ça qui nous a menés ici, c'est certain. Donc c'est ça, redonner cette envie aux jeunes, à tous ceux qui ont envie de se lancer, qui ne croient pas forcément en eux, qui se disent que c'est impossible, leur donner ce petit coup de pouce, les aider. Et je pense que ce sera la plus belle reconnaissance que... Donc en synthétisant, c'est ramener ton entreprise au plus haut de là où tu peux la ramener avec ta créativité, ta force, ton travail. Et après, de pouvoir retransmettre ça peut-être grâce aux moyens que tu auras auprès d'autres petites entreprises ou de jeunes. Okay. Exactement. Super, c'est beau. Beau projet. On a beaucoup de points en commun. On le savait déjà, Daniel. Et moi, c'est pareil. J'ai déjà entamé cette phase-là. Donc, j'entreprends pour créer des modèles qui n'existent pas. Enfin, qui existent, mais pas emboîtés avec les composantes comme je le fais. Finalement, transformer un arbre en produit financier, j'ai rien inventé. On le fait déjà avec la finance, avec les forêts. Oui. Donc, voilà, je prends les petits bouts ici. C'est ça qui me drive, moi, quand j'entreprends. Et puis maintenant que ça fonctionne, l'opérationnel, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, j'ai déjà identifié des gens qui peuvent prendre le relais opérationnel. Moi, mon but, c'est de garder ce côté d'innovation, création de nouveaux produits, de représentation. Donc ça, j'ai déjà entamé. Dans 5 ans, mon but, c'est soit de faire une rentrée en bourse pour ensuite prendre un exit partiel et ensuite continuer la croissance. Parce que si je ne le fais pas, derrière, en fait, la société sera bloquée par le fait de ne pas être cotée, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans les fonds. Bien sûr. Donc, c'est soit rentrer en bourse, soit faire un exit. Faire un exit, soit partiel ou total, par rapport à un grand groupe. Donc, un groupe bancaire ou une assurance. Parce qu'il y a eu déjà des exemples dans le passé où des gens ont fait de l'innovation financière. C'était pas le même modèle que moi, mais c'était un autre. Ils n'ont pas voulu. D'accord. Du coup, le grand groupe a fait une start-up qui détenait à 100% et ils ont mis les millions en frais marketing et de com. Et ensuite, ils ont pris le marché. Donc après, il faut connaître sa place dans le monde dans lequel on vit. J'ai pas des fonds illimités, même si j'ai des capacités financières supérieures à la majorité des Français. Je peux pas mettre sous perf une société pendant longtemps. Bien sûr. Donc là, mon but, c'est de la lancer, de devenir une référence marché. Et ensuite, soit basculer vers la bourse et continuer, soit basculer vers un exit partiel et prendre de l'argent pour faire la même chose que Jeanne. Donc, inspirer les gens. Enfin, moi, un de mes kiffs, ça serait d'aller en ZUP, dans des... Je ne sais plus comment on dit. Zone prioritaire, enfin zone d'éducation prioritaire. On ne le dit plus parce que c'est politiquement pas correct, mais voilà, où les gens sont défavorisés, que personne ne croit en eux, et de rôder dans la rue, et puis en prendre quelques-uns et de les aider à faire de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est mon but, et comment c'est possible? C'est en ayant de la trésorerie, bien sûr, de la finance, de l'expérience, et ensuite mener ça à bien, quoi. Donc c'est des venture capital humains, quoi. Ouais, voilà. On sera associés, mais on ne le sait pas encore. Humain et à mission, quoi. Exactement. VCHM. Hyper intéressant. Moi aussi, à terme, j'aimerais bien pouvoir aider les gens, potentiellement ça avec de l'argent ou de voilà. l'éducation, des choses comme ça. Ouais. On fera ça ensemble, tu t'occuperas du marketing. Okay. Dessiner aussi, je crois, non, c'était ton truc. Ilias, un projet peut-être de nous rejoindre. Non, mais moi j'adore ça, ouais. Développer. Mais après, je me retrouve un peu en vous quand vous dites ça, développer. Moi, j'adore développer. Et justement, je trouve que c'est la part la plus intéressante du projet, finalement, le développement, la structuration, finalement, même mettre en place l'opérationnel, regarder comment. Après, c'est vrai que je trouve ça hyper rébarbatif et la récurrence de dire, ça devient vite chiant. Et je pense que c'est là aussi où il faut réussir à se dire, je suis pas le meilleur là-dedans. Moi, je suis hyper bon en dev, je suis pas bon en... Et donc, c'est savoir donner la main. Et je pense que c'est une des missions aussi, c'est d'être le plus intelligent là-dessus, de savoir donner la main au bon moment
Parce que si tu crois en ton entreprise, c'est pas parce que tu ne crois pas en toi finalement, mais c'est Ouais. juste que tu te dis, bah, à ce moment-là, je préfère laisser parce que j'ai envie que mon entreprise vive et je serais ravi de l'avoir avec un grand nom partout, mais pas forcément avec moi dedans, quoi. Ouais. Et c'est ça le truc, et je retrouve aussi un peu là-dedans, et c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Donc, moi, j'adorerais pouvoir aider les autres après, mais sur la partie vraiment dev, être Ouais. une vraie plus-value initiale quoi, au business. Chose qu'on est en train de travailler. C'est vrai, c'est vrai. On pose toujours une dernière question aux invités à la fin du podcast, parce que ça fait déjà presque 2 heures qu'on tourne. Ah ouais. C'est rapide finalement. Mais moi, j'ai adoré, là, c'était... S'il y a des gens que vous connaissez, ou pas forcément, ou des gens qui vous inspirent, que vous voudriez voir en podcast, pas forcément chez nous, mais vous voudriez voir en podcast, ce serait qui? Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est si vous aviez quelqu'un à nous conseiller, à inviter sur ce podcast-là, qui serait-elle aussi? Ah oui, plus direct. Bah, dans notre petite microcosme orléanais, il y a H. Cavor avec Olivier de France. Lui, il est en train de bien cartonner. H. Cavor, il fait... H. Cavor, il valorise la kératine des cheveux, des ongles au début, et maintenant plutôt de la laine de mouton. Et en gros, la kératine, quand on vient la mettre dans... Ah, il fait des diamants avec ça? Non, rien à voir. Non, du fertilisant. Mais du coup, en gros, ce que ça vient améliorer, c'est la consommation d'eau dans toutes les cultures. Donc, en gros, on arrive à produire en consommant moins d'eau. Et sa société est en train de boomer. Et du coup, autant pour lui que pour vous, je pense que c'est quelque chose de bien. Parce que c'est un échange de visibilité. Et après, pourquoi pas Cristiano Ronaldo, hein. Il a une grosse audience. Il est portugais. Justement. Il est aussi dans le bâtiment comme moi. Moi, j'aimerais bien que tu vérifies son nom avant de le donner. En plus, tu dois la connaître. C'est une nana qui fait du SEO. Elle s'appelle Amandine Bayard, je crois. Bart. Bart, c'est ça? Avec la loutre. Oui. Bart. Ok. Du coup, moi, j'aimerais bien entendre Amandine Barthes. Et c'est vrai que j'ai entendu très peu de podcasts de sa part. Et j'adore sa stratégie de marketing communication via les réseaux sociaux. Je la trouve très, très forte. Et voilà, j'ai cru entendre que ça n'avait pas été facile pour elle au début, justement, de prendre la parole, parce que c'était une femme. Elle s'est fait beaucoup déchirer sur les réseaux aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une expérience que j'aurais bien aimée. En plus, c'est une femme. Donc voilà, ce sera exactement ma reco du jour, Amandine Barthes. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut qu'on redirige les gens pour vous suivre? Pour vous suivre. Eh bien, nous, on est disponible sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok. Okay. Et puis, vous pouvez retrouver notre petit EasyBook sur le site easywup.com, IZIWUP. Parfait. Et ce sera plus intéressant qu'un book vacances. Hein. Normalement, vos enfants, quand on parle d'argent, ils sont un peu plus intéressés. Ma famille valide. Hein. J'en ai fait avec 3 enfants différents en Belgique et en France et ils valident. Daniel donne beaucoup d'argent de poche ces derniers temps. Bon. Et du coup, toi, Daniel, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, il y a aussi les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, Facebook, donc Transition. Et après, il y a notre site internet, transition.com. Et puis sinon, on peut venir me chercher à la forêt, à la campagne, où je suis en train de prospecter avec les agriculteurs. On a un code promo pour le EasyBook aussi? Bien sûr. on pourra le mettre en place. On l'écrit en commentaire, du coup. Ok. On vous met le code promo en commentaire. C'est parce qu'il y a un des associés qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas, donc c'est pour ça que le regard a été porté là-bas. Qui s'occupe des codes promo, d'ailleurs. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour ce super échange, c'était incroyable, j'ai trouvé ça hyper riche et de voir des entrepreneurs avertis qui réussissent aussi, ça fait toujours plaisir. On voit aussi des échecs, des choses qui sont compliquées pendant tous ces échanges et je trouve ça encore plus important finalement de les mettre en avant et de mettre en avant la difficulté que de mettre en avant juste le truc cool de on a réussi, on marche, on a fait une levée de fonds et c'est super. Je pense qu'il y a de la bosse derrière tout ça. Et, vous avez raison. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci. Si on revient dans un an avec Daniel, venu. On aura certainement encore plus de choses à vous raconter. J'espère. Et en tout cas, on sera ravis de vous recevoir dans un an aussi. Mais c'est vrai que merci à vous d'être venus. Merci merci. Tu me fais penser à ça. Du coup, nous, avec la partie EasyWup, on a décidé de faire quelque chose. Ok. Bah oui, on va présenter tout de suite, très rapidement. On le coupera si on veut le couper, on le remettra comme on veut. Avec EasyWup, du coup, on a décidé de
collaborer sur un podcast qui portera du coup sur la finance, à savoir que en fait, on va essayer d'inviter des acteurs du monde financier pour parler justement finance et éduquer, et au travers un podcast, donc avec des personnalités différentes et variées. Et peut-être que même toi, tu auras la chance de revenir pour parler vraiment de ton produit, mais en faisant un vrai focus sur la partie financière, pas sur l'humain comme on a fait là, ou sur l'entreprise, enfin sur l'entrepreneuriat, mais là vraiment sur l'entreprise et sur la partie financière et sur la solution financière. Voilà. Ça sort bientôt. Et du coup, pour nous suivre, nous, c'est LinkedIn, Ilias Elgoul, Arthur Simonian. Et après, le podcast sur tous les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn. Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, partout. Et on fait de la SMR aussi.